messieurs, bonsoir, bonjour. Oh, le chat, il est venu parce que j'ai parlé tout seul. Il se dit, oh, le pauvre, il parle tout seul, il doit être bête, alors je vais venir. Il est gentil. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Moi non plus, hein, je suis pas réveillé de ouf. Pourtant, j'ai déjà bu un café, mais on va boire une autre cafetière. Salaud. Non, mais ouais, je suis levé depuis 8-9 heures. Alors bon, merci Anissao. Voilà, je parle avec un Anissao, mais moi je m'appelle... Putain, Salaud. En fait, ouais, je suis pas réveillé. Merci Fiansouk qui a offert un abonnement de niveau 1 à Maudit. Voilà. Tu pourras mettre des Jospin, je pense pas que t'aies des Jospin dans tes émoticônes, Maudit. Alors, aujourd'hui, le programme... Putain, non, mettre une petite musique de fond quand même, là, un petit peu plus sympa que ça, parce que ça, c'est pas ouf. Je vais mettre Mario Galaxy, c'est toujours sympa, Mario Galaxy. Voilà. Alors, tac, le Twitch là, le machin... Je vais y arriver, hein, franchement, je vais y arriver de ouf. Bonjour Patrick Drahi, évidemment. Bonjour le sous-commandant Macroute. Ricus la CGT, Jelas, ça fait plaisir un petit usuel du matin quand on commence à se faire chier au boulot. Alors on va parler, je vous ai mis, merci Firou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça là, ça me gêne. Mister Mixer aussi, merci pour ton 5e mois d'abonnement. Et la Rockstart et de Mad Panda. Combien de fois faudra que je te dégage pour que tu comprennes que... Bon. Good morning la gauche laborieuse. Alors le programme, je vous ai mis dans le... Salaud. Merci aussi à Aurélia82. Putain, je sais pas encore doser la voix, ça fait n'importe quoi. Merci à Aurélia82. Et Usul en mode saut du lit avec la voix de encore une laryngite. Ça fait trop plaisir. Bah voilà, si vous télétravaillez, je vais essayer de vous... Moi j'ai pas d'horaire, tu vois, moi je suis libre. Moi je suis quelqu'un de libre, tu vois. Ça laboure pas grand chose, ah bon. Moi j'ai pris un petit déj, j'ai le café, la petite clope aussi. Mais il y avait trop d'articles que je trouvais intéressants, il y avait trop de trucs que je voulais traiter, et il y avait trop de... Et voilà, il y avait trop d'articles que j'avais mis de côté, au bout d'un moment, tu sais, dans le cache, il faut vider le cache, donc il faut que je vous sorte... Faut que je vous sorte mes trucs. Oh non, j'ai pas pris. Ah si, c'est bon. Voilà, bon. Alors, je vous ai mis quoi ? Je vous ai mis laïcité, PS, Giscard, Chiappa. En vérité, c'est plutôt 3 sujets. Il y a le premier. Je vais vous faire, évidemment, vous aurez le choix. Mais il y en a 2 qui vont ensemble, des articles. Donc, je viens de finir sur l'article. Ah bah, désolé, Jesse Jackson. C'est celui-là que je vais lire. Voilà, merci Barbarka. Voilà, donc, autoritarisme, misogynie, la nouvelle querelle politique entre la France insoumise et le PS. Merci Tuxlu pour ton 3e mois. Des personnalités politiques du Parti Socialiste et de la France insoumise se sont invectivées par tweet interposé. Le ton est monté super vite, j'ai trouvé, moi. Donc, qu'est-ce qui se passe Voilà. Jean-Luc, Anne Hidalgo, Olivier Faure sont en train de s'envoyer des fions. Donc d'abord, résumé du truc. Mais je crois que l'article de Ouest France s'intéresse surtout à qui envoyait les premiers fions et qui s'envoie quoi comme fions. Mais pour avoir une explication peut-être un peu plus politique, un peu plus sociologique aussi de ce qu'est devenu le PS et pourquoi on en est là, je pense que le PS se pose en nouveau héros de la laïcité. L'article de Pauline Grohl qui suit la gauche pour Mediapart, donc qui connaît très bien l'écosystème de la gauche française. Le Parti Socialiste place désormais la vulgate républicaine au cœur de sa communication politique, et vous voyez bien comment ça peut sonner en ce moment. Une manière de se démarquer dans un paysage saturé à gauche, mais c'est aussi la conséquence des années Valls, dont l'ombre continue de flotter au-dessus du parti. Voilà, en gros, voir un petit peu ce qui reste du parti. Parce que vous vous souvenez, Anne Hidalgo, on l'a déjà dit ici, bon déjà il y a son soutien à Christophe Girard, c'était pas zinzin du point de vue féministo-compatible, et puis ensuite on est arrivé avec le moment où elle a dit en face de Bourdin, sans scier, sans trembler du genou, qu'elle soutenait, y compris l'article 24 de la proposition de loi
sécurité globale et tout, donc qui est devenu le PS. Et du coup, il s'attaque à Mélenchon. Alors là, j'ai vu, je sais plus, un tweet d'Olivier Faure. C'était en mode Mélenchon qui confond Charlie Hebdo avec je sais pas quoi. En gros, Mélenchon islamo-gauchiste, quoi. C'est parti là-dedans, quoi. Donc comment on en est arrivé là? Je pense que c'est pas mal de... Voilà, on commence par c'est qui que commençait la bagarre. Voilà, et ensuite on regarde... Mais attendez, mais c'est quoi le PS en fait maintenant? C'est ça la vraie question. Sinon, bon, on est obligé, Macron-Giscard par François Bonnet, un jeu de miroir qui inquiète. Il est des analogies frappantes entre Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron, le septennat du président battu en 1981 et le quinquennat finissant du chef de l'État se superposent pour partie, avec un bilan encore provisoire qui n'est pas à l'avantage de l'actuel locataire de l'Élysée. Bon, ça c'est le passage un petit peu obligé, Giscard, sa vie, son œuvre. On a déjà regardé, hein, vous vous souvenez, ici dans un paléopolitique, on a regardé le film de Depardon. Je sais pas si vous vous souvenez, quoi la pub Twitch? Vous vous souvenez, on a regardé ensemble le film de Depardon que Giscard a fini par faire interdire, mais qui est quand même sorti au début des années 2000. En politique, on s'adapte ou on meurt. Marlène Schiappa, macroniste endurcie. La ministre déléguée à la citoyenneté a pour seule ligne sa fidélité au président. Au-delà de son exercice insolite du pouvoir, certaines associations et d'anciens collaborateurs pointent sa tendance à l'autoritarisme et une action aux effets en trompe-l'œil. Bon, personne n'aime Marlène Schiappa, mais moi j'ai besoin de le lire parce qu'on est en train de travailler sur OLG, sur un sujet dans lequel elle n'y est pas pour rien, on va dire, dans lequel elle est périphérique, et j'ai vu que l'article était sorti aujourd'hui, à 3h20 du matin, je sais pas pourquoi ils sortent les trucs à cette heure-là, mais enfin bon, bref. L'article est sorti aujourd'hui, donc c'est au top. Trop kiffant Schiappa, même Schiappa n'aime pas Schiappa. Si, je pense que Schiappa aime bien Schiappa quand même. Mais tu vois, on a essayé de... Même dans ce qu'on a fait... Dans ce qu'on a fait, on a essayé même de donner des crédits à Schiappa, de dire non mais c'est pas une truffe, tu vois, c'est pas une conne. Il y a beaucoup de misogynie dans les attaques qui pensent que Marlène Schiappa est une conne. Je pense pas du tout que ce soit une conne. Et donc on va essayer d'expliquer ça aussi. Notamment son positionnement. Il était Charlie VGE, on lui a pas demandé. Oui, parce que tout le monde s'en branle. Moi je pense qu'il devait être Charlie, ouais. Ouais. Elle sait ce qu'elle fait. Oui, bah je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Ouais. C'est une turbo bourgeoise. Oui, mais enfin bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Hein. Il y a plein de gens qui sont des turbo bourgeois, mais ça explique pas tout. Ça va de soi, j'ai envie de dire que c'est une turbo bourgeoise. Donc je vais vous proposer de voter, évidemment, comme d'habitude, entre ces trois sujets. Hop. Ah, vous êtes pas nombreux à cette heure-là, hein. Enfin, vous êtes pas nombreux, ça va, tu vois, je vais pas me plaindre, mais évidemment, c'est vrai que les gens qui regardent ça en replay se disent « Ah, bah j'aurais bien voté pour pas avoir l'article sur Schiappa, moi. » Alors, on commence par quoi? Donc, il y a un article du Monde, 2 articles de Mediapart. Alors, je vais mettre ensemble PS laïcité, PS LFI baston, je vais mettre PS LFI baston. Mais c'est plutôt dissection, l'anatomie du PS contemporain. Schiappa, bon voilà, Schiappa. Et l'autre sujet c'était... Ah oui, Giscard, Macron-Giscard. Macron-Giscard, voilà. Vous avez 1 minute pour voter et ensuite on commence la lecture. Comme ça, moi je me détends, je bois mon café.
Ouais, ouais, vous avez bien voté. On va commencer par ce que j'avais prévu, c'est très bien. Donc l'ASIC c'était Mario, hein. Donc PS, d'abord on fait l'anatomie du PS, ensuite on regarde le Chiappa. L'article sur Chiappa, et le but c'est pas de se moquer de Chiappa, c'est de comprendre son positionnement en fait. Parce qu'en fait son positionnement d'aujourd'hui n'est pas exactement le même que celui du début du quinquennat Macron. Merci Lucien Lanard. Et en effet, Macron-Giscard, ça n'intéresse personne, mais on va sans doute le lire quand même, parce qu'en effet, on a un peu de temps. Merci Rick Hunter aussi. Ouais, un pastis à la santé de ce pauvre Thierry Solaire, attaqué injustement. Je lui dédie mon chômage. Merci, c'est très aimable à toi, Lyoto. Lyoto comme... Ah non, J-Toto. Quoi? Bon, bref. Bonjour tout le monde, en tout cas, voilà. Le café est pas encore... Donc on va commencer par un petit résumé de la baston France Insoumise PS, là. Qui nous est résumé par Ouest France. Des personnalités politiques du Parti Socialiste et de la France Insoumise se sont invectivées par tweet interposé. Un mauvais signal pour une potentielle union de la gauche en 2022. Le torchon brûle entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Et les invectives par tweets interposés... Normalement, je coupe la musique quand je commence à lire. Pourquoi là, j'ai pas coupé la musique? Voilà, on coupe la musique. Donc le torchon brûle, on a dit... N'oubliez pas hein, les rendez-vous de la journée. Moi cet après-midi, je bosse, je fais l'écriture d'OLG, mais ça vous en foutez. Par contre, après, y a Macron sur Brut là. Je vais regarder, je l'attends au tournant, le Rémi Buzine là. Mais je l'ai entendu sur France Info, Rémi Buzine, ça risque d'être bien. Ça risque d'être bien. Je pense qu'il a conscience du fait qu'on attend une interview différente, qu'il faut pas qu'il se fasse marcher dessus et tout. Donc moi j'ai un petit peu, j'espère qu'il va, hein, Macron explosion, voilà. J'espère qu'il va s'en sortir. Il y a des travaux chez moi, des fois il y a du marteau-piqueur, vous ferez comme si vous entendez rien. Donc, le torchon brûle, disais-je, entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, et les invectives par tweets interposés volent avec comme étincelle un commentaire de Jean-Luc Mélenchon critiquant l'ambiguïté avec l'autoritarisme macronien d'Anne Hidalgo. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté quand la meuf soutient le projet de loi sécurité globale, il n'y a pas tellement d'ambiguïté, y compris l'article 24. Hein. Retweetant jeudi la une de l'hebdomadaire L'Obs, où la maire de Paris pose avec en sous-titre présidentielle la tentation Hidalgo. Je sais pas qui a la tentation Hidalgo ici, enfin ici je pense pas. J-Toto, je l'ai dit J-Toto, oh, il fait chier. Bon, donc, la tentation Hidalgo, le chef de file de la France Insoumise, candidat déclaré à la présidentielle de 2022, accompagnait l'image de ce commentaire ironique. Enfin quelqu'un au PS, quelqu'un qui assume l'ambiguïté avec l'autoritarisme macronien et les connivences avec le monde des affaires. Voilà. Ça c'est bien. Il a envoyé un gros fion quand même, hein. Putain, il a que 1000 likes. Enfin, 2000. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, outre sa crasse misogyne, est d'avoir toujours gâché son talent et son intelligence dans l'outrance et l'erreur. Un destin. 3 petits points. A rétorqué le premier adjoint de la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Alors lui, s'en bat les couilles. Lui, c'est vraiment sa crasse misogyne. Gâcher son talent et son intelligence dans l'outrance et l'erreur. Alors l'outrance, bon je veux bien. L'erreur de quoi? Je sais pas. Réponse immédiate du député LFI Alexis Corbière. Le problème avec Emmanuel Grégoire est d'inventer une ignoble calomnie. Quelle misogynie. Quelle misogynie. Voilà, quelle misogynie. Pour salir ceux avec qui il est en désaccord sans jamais entrer dans le fond du débat. Mais au moins, aucun talent ni intelligence ne sont gâchés. Juste du sectarisme. Ah, lui répond, vous êtes ni intelligent ni talentueux, juste sectaire. Ok, donc ça s'envoie des gros fions. C'est bien, c'est ça qu'on aime. Merci Marcel35 pour ton 3e mois. Entre-temps, le patron du PS, Olivier Faure, contre-attaquait. Il retweetait le montage photo apparaissant sur le billet de blog de Jean-Luc Mélenchon mercredi, qui associe les images de Marine Le Pen, Olivier Faure, Anne Hidalgo, Manuel Valls, surplombées par celles du polémiste Éric Zemmour, par le passé condamné pour injure et provocation à la haine. Donc, Olivier Faure qui tweet « C'est avec ce grossier montage que Jean-Luc Mélenchon illustre son dernier billet de blog. Hier, il a amalgamé la ligne éditoriale de Marianne et Charlie Hebdo à celle de Valeurs Actuelles. Maintenant, ce sont les socialistes qu'il classe à l'extrême droite avec des méthodes dignes d'elle. » Eh bah tiens. Posez-vous pas de questions surtout. Hein. Pas très intelligent comme montage. Pas fin, non, pas très fin, mais bon.
Ça dépend de ce qu'il y avait dans le billet de blog, en fait. S'il y a des arguments dans le billet de blog... Mais bon, lui, on voit qu'il critique pas les arguments du billet de blog, il critique le montage. Un grossier montage, voilà, à critiquer, machin, tout ça, on l'a lu. La gauche mérite mieux. Réponse courroucée d'Alexis Corbière. Tu ne manques pas d'air. En janvier 2019, tu disais de Mélenchon qu'il était en train de plus fusionner les rouges et les bruns, plus en faisant l'amalgame à l'extrême droite. De plus fusionner les rouges avec les bruns, en l'amalgamant avec l'extrême droite. Bon. En gros, voilà, c'est bon, tout le monde se traite d'extrême droite. Et tu ne t'es jamais excusé de ces outrances. As-tu oublié ? Au PS, le sénateur socialiste Rachid Temal est monté au créneau vendredi. C'est donc cela, Mélenchon 2022 ? Reprendre les codes de l'entre-deux-guerres, idée du marionnettiste caché, et les teinter de complotisme et fake news pour illustrer son blog ? C'est juste à vomir et à condamner, a-t-il lâché. À vomir, carrément, ok. Donc, mais il n'y a pas marqué qu'il tire les ficelles, c'est juste qu'il est derrière, c'est son ombre qui plane, quoi. Mais pour Luc Carvounas, le maire d'Alfortville, porte-parole du PS, tout cela n'est juste pas au niveau. La gauche mérite mieux que ce débat, et notre pays encore plus. Lui qui traverse avec nos compatriotes des crises sans précédent. Et l'ex-premier ministre socialiste Manuel Valls, ah tiens, bah oui, il manquait l'autre con, de remarquer, cela s'appelle les gauches irréconciliables. C'est assez évident, je crois. En plus, ce n'est pas d'aujourd'hui. Fait valoir celui qui utilisait l'expression dès 2016. On peut lire le billet de blog en question ? Non, on va lire l'article de Mediapart. Le PS se pose en nouveau héros de la laïcité. Remarquez, on a le temps, on peut peut-être lire le billet de blog en question, ou au moins regarder le début. Comment il s'appelle son blog, Jean-Luc ? Il a mis des trucs. Mélenchon.fr, non, ça c'est la conscription au service citoyen. Ouais, il a été obligé de parler de son truc de service citoyen. L'insoumission.fr. Mais il est où ton blog ? Tu mets pas des trucs peut-être dans ta bio ? Mélenchon.fr. Ouais, on peut pas se planter. Alors, il est où le truc qui est honteux là ? Article, mes notes de blog. Voilà, ça doit être là-dedans. Voilà, c'est ça. Donc on va voir c'est quoi son angle. Pour dire que... Parce que moi je suis d'accord que sur les trucs valeurs républicaines, machin, tout ça, ils en ont rien à foutre de parler comme l'extrême droite. Les Manuel Valls et autres Anne Hidalgo qui soutient le... Enfin bon, bref. Le début de notre campagne présidentielle se déroule aussi bien qu'on pouvait le vouloir. La salve adverse initiale s'est écroulée sans trop de bruit, tout à fait flop. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas légitime, le compteur de signatures est truqué, un journaliste de Marianne essayant pour le prouver de glisser 2 fausses signatures, et ainsi de suite. Ce piano mécanique du dénigrement a joué ses notes sans intéresser personne, ni entraver quoi que ce soit dans notre plan de marche. Depuis, le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles a repris sa campagne commencée avec la marche du 10 novembre. Nous serions des islamo-gauchistes ou des islamo-collabos. Cette fois-ci, de nouveau, la une et 10 pages d'enquête, entre guillemets. Le mot et la campagne reviennent ainsi clairement à leur origine dans les groupuscules d'extrême droite. Dans un passé récent, le journal Marianne s'est aussi installé sans complexe dans cette ligne éditoriale à mon sujet. Marianne a donc encore diffusé 4 pages de morceaux choisis bleu-brun dans les coulis du petit plaisantin qui a fait des fausses signatures. Donc là, il parle de... Comment il s'appelle Matou, là, Adrien Matou, Hervé Matou, André Matou, je sais plus. Le mec qui a une thèse... J'avais entendu Adrien Matou. Vous vous rappelez de son nom, le mec qui a écrit le bouquin là sur Mélenchon, la chute de la maison Mélenchon, ou je sais pas quoi. Non, ça c'est Guénolé. Non, tout le monde... Adrien, ouais, c'est ça, Adrien Matou. Et en gros, la thèse du bouquin d'Adrien Matou, c'est que la France Insoumise, en gros, avait réussi à parler aux classes populaires pendant la présidentielle, mais s'est écroulée depuis. Pourquoi ? Parce qu'elle ne parle plus aux classes populaires, parce qu'elle fait du sociétal, et qu'elle est du côté des islamo-gauchistes, et que c'est pas bien. Voilà, en gros, sa thèse. J'ai entendu Stefano Palombarini, qui l'a réfuté âprement, en disant non, de toute façon, il y a un socle de mélenchoniens, d'électorat pour Mélenchon qui est autour de 13%. S'ils ont fait plus pendant la présidentielle, c'est qu'il y avait une dynamique, ils ont bénéficié
d'un effet vote utile, etc. Puis une belle campagne, etc. qui a fait qu'ils ont dépassé leurs 13%. Aux européennes, bon, ils ont fait moins, mais c'est parce qu'on voit bien que l'électorat populaire aussi se déplace moins aux européennes. Et puis pour des gens qui, du coup, fustigent un peu l'Union européenne, c'est pas leur élection préférée, de toute façon ils y vont pas. Et puis du coup, on regarde les sondages de maintenant, et Mélenchon est toujours à 13%, donc lui il conteste même l'idée que les classes populaires aient abandonné la France insoumise, et c'est certainement pas pour des questions d'islamo-gauchisme ou je sais pas quoi, donc bon. En tout cas, c'était la thèse de Adrien Matou. Mais apparemment, cette thèse donc qui est dans Marianne, hein, bref, cette ligne de dénonciation de l'islamo-gauchisme, empruntée littéralement aux sectes d'extrême droite, a depuis lors été appliquée à tout ce qui tient tête au pouvoir, puisque personne ne se solidarisait des insoumis, la haine s'est répandue de tous côtés. Ainsi quand Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, la reprend à son compte pour attaquer les travaux de recherche universitaires ou des présidents d'université, ainsi quand Anne Hidalgo l'attribue à Europe Écologie Les Verts et à nous, peu avant d'approuver la loi sécurité globale et notamment son article 24 contre la liberté de la presse. Ces convergences permettent de mieux comprendre le mécanisme politique qui est en jeu et sa portée espérée. Il s'agit d'organiser une nouvelle latéralisation du champ politique. À l'heure où la stratégie faire barrage à l'extrême droite en votant pour n'importe qui d'autre ne fonctionne plus du fait de l'attitude du macronisme, il faut changer le menu. Pour que macronistes, PS et la droite d'Europe Écologie Les Verts se retrouvent au deuxième tour, il leur faut un commun dénominateur plus fort que les divergences écologiques et sociales. La haine des musulmans et la logorée pseudo-laïque et républicaine en tiennent lieu à présent. Ben moi je suis assez d'accord, donc bon. D'abord il s'agit d'une opération concertée, nanani nanana, bon bref. En gros, vous voyez l'idée, donc l'autre l'a mal pris en mode... l'article de blog de Mélenchon c'est « Ouais, de toute façon leur ligne c'est de me traiter d'islamo-gauchiste ». Et la réponse d'Olivier Faure, c'est « Odieux islamo-gauchiste ». Donc c'est exactement ça. Mais bref. On va passer à ce qui est devenu le PS. Le PS se pose en nouveau héros de la laïcité, un article de Pauline Grohl pour Mediapart sorti le 4 décembre 2020, c'est savoir aujourd'hui. Le Parti socialiste place désormais la vulgate républicaine au cœur de sa communication politique, une manière de se démarquer dans un paysage saturé à gauche, mais c'est aussi la conséquence des années Valls, dont l'ombre continue de flotter au-dessus du parti. De nouvelles têtes, de nouveaux statuts, peut-être un nouveau nom, et le retour du siège du parti à Paris, cité Malesherbes, dans le 9e. Inlassablement, Olivier Faure poursuit son chemin de Sisyphe, dépoussiérer la vieille maison, afin de sortir de l'ornière un parti socialiste en déroute. Le 24 novembre, devant ses troupes, le premier secrétaire a promis un Big Bang, manaf. Mais avant le grand chambardement, il entend d'abord réaffirmer l'identité socialiste, et martèle à l'envi la devise jaurésienne de « la République jusqu'au bout », avec son corollaire, la laïcité. Ouais, bon, d'accord, on a compris, vous avez plus que ça, quoi. Après, en même temps, sur le social, qu'est-ce qu'il raconte ? Après avoir fait inscrire noir sur blanc l'expression « République laïque » dans le corpus du parti l'an dernier, afin, soulignait-il alors, d'en finir avec les hésitations sur le communautarisme qui ont caractérisé la vie du parti depuis 30 ans, rebelote cet automne. L'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, puis les premières discussions sur la loi visant à lutter contre le séparatisme, rebaptisé projet de loi confortant les principes républicains, ont ouvert une séquence propice, juge-t-il, à se positionner haut et fort en défense de la laïcité universaliste à la française. En gros, il va nous jouer vraiment le... Si vous êtes de gauche, mais que vous êtes aussi islamophobe que Macron ou la droite, c'est chez nous qu'il faut venir. C'est ça son créneau, en fait. Cet attentat a été un tournant, il doit nous pousser à balayer devant notre porte et à nous interroger sur la manière de lutter sans relâche contre une dérive islamiste diffuse, expliquait le premier secrétaire du PS, attablé devant quelques journalistes, 6 jours après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Une partie de la gauche s'est parfois égarée dans le communautarisme, l'indigénisme, ou dans la pensée décoloniale, mais nique ta mère. Elle doit revenir à ses premières amours, la défense de la laïcité en fait partie. Dont acte, ces dernières semaines, le PS a mis la République à toutes les sauces, discours devant les militants, visioconférence pour présenter un contre-projet sur le séparatisme, interview fleuve dans les colonnes de Libération. Dans l'Obs, le premier secrétaire a développé sa conception d'une laïcité qui n'est autre que l'ADN de la gauche, souligné qu'il réfute le terme d'islamophobie, et fustigé sans les nommer les ambiguïtés de certains à gauche. En l'occurrence la France insoumise, les écologistes, coupables selon lui d'avoir manifesté aux côtés du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, que le gouvernement cherche à dissoudre,
lors de la marche contre l'islamophobie de novembre 2019. Je vais essayer de retrouver le tweet, c'est Edoui qui a tweeté aujourd'hui à propos de cet article, avec une petite mise en perspective historique, qui était... Attendez, je sais plus ce qu'il a tweeté, mais il rappelait en gros, il rappelait la position coloniale, pro-coloniale de la SFIO, quoi. Non, Thierry Herzog, je m'en fous, c'est pas ça qu'on veut, mais il tweet à gogo. Voilà. Tel un fantôme, l'héritage colonial, voilà, je vous montre le tweet. Tel un fantôme, l'héritage colonial de la SFIO hante le PS. La laïcité n'est ici que le cache-misère d'un parti qui tourne le dos à la réalité d'une France multiculturelle, renonçant aux idéaux d'égalité d'une république démocratique et sociale, et je suis d'accord aussi avec Edoui là-dessus, évidemment. Et d'autant plus que, je sais plus, ceux qui ont vu la soirée spéciale, merci Bebop89. Ils vont renommer le PS en printemps républicain, en gros. Mais c'est exactement ça, Bon, on va voir un petit peu plus loin, mais voilà, je notais que, évidemment, la SFIO, au moment de la guerre d'Algérie, machin, tout ça, et on parlait du début des premiers engagements de Rocard, qui étaient justement contre l'Algérie française, hein, pour la décolonisation. Et vous voyez qu'il fustige les décoloniaux, hein. Les décoloniaux. Il dit les décoloniaux ou les études décoloniales? Il dit la pensée décoloniale. D'accord, c'est encore plus vague, quoi. Très bien. Et donc voilà, Rocard s'était engagé au PSU, notamment contre la colonisation, et au ministère, je crois qu'il était au ministère de la Justice à ce moment-là, il y avait un François Mitterrand qui s'accommodait tout à fait de l'Algérie française. Donc bon, au PS, on va dire l'engagement décolonial n'est en tout cas pas manifeste tout au long de la vie de ce parti. Voilà, bref. Des propos qui font écho à ceux de Bernard Cazeneuve, qui en pleine atmosphère de chasse aux sorcières post-attentat de Conflans avait lui aussi pointé un doigt inquisiteur sur les lâchetés et l'islamo-gauchisme d'une certaine gauche. Ou encore aux récentes déclarations de la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, proche du comité Laïcité République, créé à l'initiative de l'ancien maître du Grand Orient de France. Pardon, tire au toto. Donc le comité Laïcité République, créé à l'initiative de l'ancien maître du Grand Orient de France, Patrick Kessel, un proche de Manuel Valls. Après avoir réclamé le 20 octobre, donc on cite Anne Hidalgo, qu'une semaine, dans toutes les écoles, les cortèges et les lycées de France soient dédiés à la laïcité et aux valeurs de la République, celle qui veut être utile en 2022 a ainsi reproché à son tour sur BFM au Vert et à Jean-Luc Mélenchon de n'être pas au clair avec les valeurs de la République. Instiller la petite musique du PS, seule opposition de gauche vraiment républicaine, l'affichage comporte bien des avantages tactiques. D'abord, celui d'inscrire Olivier Faure dans les pas d'illustres aïeux comme Jean Jaurès ou Aristide Briand, alors que les Hollandais, toujours en embuscade, accusent la direction de vouloir effacer l'identité socialiste. Mais aussi de faire revenir au bercail des adhérents après l'hémorragie militante qu'a suivi le quinquennat Hollande. Après s'être démarqué en refusant de participer à la marche contre l'islamophobie, on a reçu beaucoup de nouvelles demandes d'adhésion de gens qui nous félicitaient d'avoir résisté. On était nous-mêmes surpris. Confiait ainsi l'an dernier à un proche du premier secrétaire, donc un proche d'Olivier Faure. Vous vous rendez bien compte du positionnement. C'est-à-dire que là, on a un positionnement conscient. Ils se sont aperçus que être la gauche islamophobe, en fait, il y avait un créneau, quoi. Il y avait des trucs à faire. Et eux-mêmes, ils étaient étonnés. Donc ils se sont dit, on y va, il n'y a pas de souci. À 18 mois, d'ailleurs, vous noterez que c'est les mêmes qui sont aussi les plus droitiers sur le plan économique, hein. C'est vraiment le top de la gauche bourgeoise, quoi. À 18 mois de la présidentielle, creuser le sillon républicain de la laïcité permet enfin, et peut-être surtout, d'occuper le créneau du parti de gouvernement, tout en démonétisant les concurrents insoumis et écologistes, et de tenter de récupérer au passage les voix des macronistes déçus, que convoite également Yannick Jadot, lui aussi engagé dans une course à l'échalote républicaine. Hidalgo doit s'imposer par les sondages pour la présidentielle, et pour cela il faut renvoyer les Verts à leur nature profonde, le gauchisme et l'islamo-gauchisme. Commentait ainsi un poids lourd du PS dans le JDD à propos de la passe d'armes entre l'édile et les Verts parisiens. Salaud. Merci Liv Clovien. Le PS a choisi de se montrer exemplaire, il n'y a aucune complaisance avec le communautarisme. Pour la gauche, la lutte contre l'islamisme radical est évidemment une priorité absolue. Tient à souligner Gabriel Siriwari, porte-parole du parti, comme une manière de montrer patte blanche. Rien d'étonnant pour le politologue spécialiste du PS Frédéric Savicki.
Dans un contexte où le Rassemblement national a de l'influence sur le jeu politique, les socialistes ont peur de se voir reprocher une forme de complaisance avec l'islamisme. En gros, ils cèdent à l'ère du temps, ils voient que voilà, le pays est en train de sombrer dans des paniques identitaires de malades, et eux ils se disent « Ouh là là, trop dangereux de ramer à contre-courant ». Trop courageux en fait, peut-être pour eux. Du coup, nous on rame pas à contre-courant, on va aller dans le sens du vent, et on va prendre le créneau qui nous reste. Quelle bande de merde. Non seulement certains élus locaux ont vu certains quartiers des villes qu'ils dirigent noyautés par les salafistes, mais tout le monde garde aussi en mémoire la fois où Martine Aubry avait autorisé les horaires décalés pour les femmes dans les piscines de Lille. Elle en avait pris plein la figure. Alors, à tous les étages, c'est branle-bas de combat. Histoire d'incarner clairement sa nouvelle stratégie, Olivier Faure a procédé fin novembre à un remaniement interne et nommé un nouveau secrétaire national à la laïcité, Jérôme Gage, ex-président du Conseil général de l'Essonne. L'Essonne, donc c'est peut-être un proche de Valls, ça aussi, Jérôme Gage. Un énarque plus charismatique que sa prédécesseur, Pascal Bouquet-Pitt, désormais dans l'équipe du maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic. Jugé en outre trop explicitement proche du Printemps républicain, un groupuscule créé en 2016 par deux anciens valsistes, Gilles Clavreul et Laurent Bouvet, pour porter une laïcité de combat face à l'islamisme politique. Ah, c'est Gage qui a hérité de ça, je savais pas. Je connais pas, moi, Jérôme Gage. Depuis, galvanisée par la crise terroriste, l'organisation n'a eu de cesse de tisser sa toile aussi bien à la République En Marche qu'au PS. Donc on parle toujours du printemps républicain et de l'influence qu'essaie d'avoir le printemps républicain. La dernière fois, je vous avais donné comme exemple le fait que Brice Couturier, par exemple, tous les jours sur France Culture. Merci, super gouge. Et oui, le printemps républicain, voilà, c'est-à-dire au niveau... ils adhèrent tout à fait à la ligne identitaire républicaine, laïcité à géométrie variable pour emmerder les musulmans. Et en plus, c'est que des néolibéraux, en fait, quand tu regardes. Quand tu les regardes un par un. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus rien de gauche là-dedans. En gros, c'est la droite qui se dit de gauche. C'est vraiment du déclaratif. C'est pour ça, enfin, bon, bref. Et même si Olivier Faure a souvent la dent dure contre ses représentants, les représentants du printemps républicain, parce qu'en vrai, ça a commencé à être gênant pour le PS d'avoir ça dans les pattes en permanence et le poids que ce truc a fini par avoir au PS. Son expérience d'élu de circonscription populaire de Seine-et-Marne, là, donc ça, on parle d'Olivier Faure, son expérience d'élu de circonscription populaire de Seine-et-Marne l'a parfois amené à se faire le relais de la thèse de l'insécurité culturelle, défendue entre autres par Laurent Bouvet. C'était même un concept de Laurent Bouvet, qui a fait un bouquin là-dessus et tout, qui était invité à la matinale de France Culture, avec évidemment Brice Couturier qui applaudissait des deux mains. Donc l'insécurité culturelle, c'est un petit peu... vu qu'on peut plus rien faire économiquement pour les classes populaires, parce qu'avec la mondialisation, vous comprenez bien, machin, il faut au moins qu'ils se sentent en sécurité culturelle. Donc qu'on combatte l'insécurité culturelle des petits blancs, en ne sombrant pas dans le multiculturalisme communautarisé, quoi, en gros. Donc ça, c'est notre dernier combat, si tu veux. Vu qu'on peut rien faire économiquement pour eux, on va essayer de devenir plus raciste, en fait, ça serait pas mal. Comme lorsqu'en 2018, il évoquait la colonisation à l'envers dans certains quartiers à forte population immigrée. Le PS a pris ses distances avec le printemps républicain, assure néanmoins un responsable de la direction du PS, qui préfère rester anonyme, de peur de se faire taper sur les doigts par certains militants qui s'en sentent proches. Il y a une vraie peur, hein. Je vous ai déjà parlé du printemps républicain, mais... il y a une vraie peur, ils ont vraiment fait un réseau d'influenceurs, si tu veux, qui règnent vraiment par la terreur. C'est-à-dire quand le printemps républicain te tombe dessus, sur Twitter notamment, mais tu te manges une salve de tout le monde alors ils hésitent pas à RT, tu vois, ils te RT, et ils disent complaisant avec l'islamisme, machin, hein, vous étiez moins machin quand je sais pas quoi. Tu sais, que des trucs comme ça, avec... Les mecs, ils lisent F de souche, ça se voit, genre ils ressortent des trucs qu'ils ont pu trouver que là. C'est vraiment l'extrême droite qui se dit de gauche. Et ils font du harcèlement en meute, comme l'extrême droite. Donc du coup, c'est un réseau qui repose vachement sur la peur qu'en ont les gens. Même s'ils adhèrent pas, en fait, ils préfèrent se taire plutôt que de dénoncer le printemps républicain pour ce qu'il est. À savoir un véritable groupuscule de faf, quoi. Mais il y avait un super sujet qui était vachement bien fait dans ces politiques. Moi, je vous le diffuserai bien, là, si je le retrouve. Mais je l'ai pas retrouvé, je me demande s'il a pas été supprimé de YouTube alors qu'il y était à un moment. Ou alors, faudrait que j'aille sur le site du replay. Replay France Télé. Parce que vous comprendriez mieux si vous voyez un petit peu ce petit sujet qui doit durer 7 minutes. Et qui est vachement bien fait.
Et je sais que ça avait grincé des dents, hein, que ces politiques aient fait ça. Ça avait grincé des dents au Printemps républicain et au PS. C'est vraiment un des sujets les plus sensibles pour le PS, l'influence de ce lobby. Je crois qu'il est temps de remplacer les têtes du PS. Plus sérieusement, merci pour ton taf. Merci Jimmy Billy Bob. Et je vais voir si on trouve ça. Alors si je recherche et que je tape Printemps républicain sur le moteur de recherche, Printemps républicain, je l'ai écrit n'importe comment. Alors on me propose quoi? On me propose le printemps, météo, vidéo, la maison des maternelles. N'importe quoi. Putain, c'est mal branlé votre truc. Expression directe. Non, c'était dans ces politiques, les enfants. Mettez-moi ces politiques, ou alors faut que je tape ces politiques. C'était enquête sur un truc qui fait peur, je sais pas quoi là. Bon, alors je vais mettre ces politiques. Après, s'il y en a qui l'ont trouvé, n'hésitez pas. Ces politiques, la suite. Ces politiques. Faut que je remonte. Ah, mais je vais pas remonter, c'était l'année dernière. Les Républicains, on s'en fout. Oh, fait chier, j'ai trop envie de vous diffuser ça. Je vais jamais le retrouver. Je vais jamais le retrouver. Je regarde un peu le chat, vous l'avez trouvé, vous? Je l'ai trouvé, je crois qu'elle est supprimée. Mais oui, ils l'ont supprimée de YouTube. Ah, petit Ludal l'a peut-être trouvé. La vidéo n'est pas disponible. Mais tu vois, je suis sûr. Je vais pas faire théorie du complot. Mais je suis sûr qu'il y a eu des coups de fil qui ont été passés. J'en suis certain. Le bureau de vérif. Ouais, c'est ça. Laïcité, enquête sur le printemps républicain. T'as trouvé, c'était dans ce numéro-là et cette vidéo-là est supprimée. Parce que j'imagine que si on... Mais non, mais c'est hallucinant. Je vous le montre. La vidéo n'est pas disponible. Il y a peut-être une très bonne explication, j'en sais rien, mais... Ouais, c'est chelou, quoi. Elle disait quoi cette vidéo? Bon bah je vous dis ce qui était marqué. Enquête sur le printemps républicain, ce mouvement né après les attentats de 2015 et qui défend une laïcité aide de combat, fondée par des personnalités marquées à gauche proches de Manuel Valls, de plus en plus influents au plus haut sommet de l'État. Le printemps républicain a fait des réseaux sociaux son terrain de jeu préféré pour dénoncer ceux qui porteraient atteinte à la laïcité. C'est politique à mener l'enquête. Brice Couturier, journaliste et membre du printemps républicain, sera notre invité. Et il était pas du tout content du sujet, hein. Mais vas-y, wesh, putain! Indisponible, pourquoi? Pourquoi on peut pas la revoir? Ah, quelqu'un l'a trouvé, uploadé à part? Ah, très bien. Et elle est pas sur un... Ouais, tu l'as trouvé, mais pas sur un compte officiel de... Bah vas-y, on va se regarder cette enquête, car rien de... je veux dire, il n'y a pas de diffamation, de machin, de je sais pas quoi. Mais des fois, on peut être surpris de voir à quel point les bourgeois arrivent à trouver des trucs pour... ou même des... Voilà, passer des bons coups de fil... passer les bons coups de fil au bon moment. Ça peut marcher, quoi. Alors, attendez, je mets mon casque. Tac. Je veux vraiment pas faire la théorie du complot, mais le printemps républicain, c'est tellement le genre à faire ça, ils s'en battent les couilles. Où est-ce qu'on va trouver ça? Donc Mathieu Boccoté estime monde fasciste. On a quoi d'autre? C'est où votre enquête sur le printemps républicain? En Italie, je m'en fous. L'Italie, mais j'espère qu'il n'y a pas que la première partie. Bureau de vérif, les lobbies sous surveillance. Ah, enquête sur le printemps républicain. Nous y voilà. Abel Mestre du Monde. Très bien. Bon, bah on va s'écouter ça. Merci à vous, merci d'avoir trouvé ça. Vous êtes trop fort. De l'État, ce collectif a fait des réseaux sociaux son terrain de jeu préféré pour dénoncer ce qui porterait atteinte à la laïcité. Enquête sur le printemps républicain, signé Cécile Guéritier, François Benessiano et Jonathan Hemen. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une laïcité, il peut parfois y avoir un laïcisme. Lorsque certains, au fond, font de la laïcité une arme de combat, en l'espèce contre l'islam. Dans le viseur du candidat Macron, un groupe de pression de la gauche laïque, le printemps républicain. C'est la zig de Baron Noir, ça, non? Trop bien, la zig de Baron Noir. Ils sont très actifs, certains disent même agressifs sur les réseaux sociaux. Son combat pour la laïcité, le printemps républicain le mène à coups de tweets. Nous ne voulons pas de concept d'islamophobie qui ne sert qu'à museler toute critique de l'islam. Il faut réarmer la République française contre ceux qui l'attaquent. Parmi les intellectuels,
Rares sont ceux qui acceptent de critiquer le printemps républicain face caméra. Le printemps républicain, c'est un petit groupe qui est très actif sur Internet, qui sitôt qu'on parle. Vous voyez, je vous ai dit, ils font flipper. Ils font flipper parce qu'ils ont plein de gens haut placés et que, ouais, ils peuvent te cancel en fait en passant des coups de fil. Donc ça m'étonne pas que le sujet ait sauté. Tu vois. Le 2 dégaine l'artillerie lourde, d'accusations, de polémiques. Moi, je connais plusieurs personnes qui me disent je ne parlerai jamais de ces gens-là parce que je veux surtout pas me retrouver embrigadé dans des polémiques violentes. Islamophobe ou sincère défenseur de la laïcité? Enquête sur le printemps républicain, nouvel acteur controversé du débat politique. Le printemps républicain est lancé dans cette salle parisienne, un an après l'attentat de Charlie Hebdo. Je trouve ça super courageux de la part de ces politiques. Ces politiques, je le redis ici, mais c'est la meilleure émission politique du service public, enfin de l'audiovisuel en général. Vraiment. Moi, à chaque fois, je suis sur le cul. C'est un peu bourgeois, évidemment, c'est un peu guindé. Ça invite des intellectuels dont parfois ça invite des grosses tanches qui n'ont rien à dire, mais parce que c'est des intellectuels. Et puis Karim Rissouli, il fait un peu le centriste, gentil, tu vois, tout ça. Mais je crois qu'il y a une superbe équipe derrière qui fait vraiment du bon boulot. Au niveau de la hiérarchie des sujets, c'est vachement bien. Le choix des sujets chaque semaine, genre j'aurais choisi les mêmes. Donc vraiment, c'est pas mal. Ouais, genre voilà. Ouais, mais voilà, bon, ils sont obligés d'inviter Caroline Forest, très printemps républicain aussi, quoi. Et aujourd'hui naît un mouvement qui part du bas, qui part de la société, qui part pas du haut, qui part pas des partis, qui part pas des institutions, qui part pas de ceux qui, pour beaucoup, ça a été dit, ont trahi. Donc voilà. Merci Yotsubed. Merci Yotsubed. Il part du bas, n'importe quoi, ça partait pas du tout du bas, ça partait de quelques gens très bien placés, et en fait c'est un club, c'est un lobby quoi, c'est un petit lobby fermé, vous voyez bien, enfin tu vois, il y a rien qui part du bas quoi. Très largement l'idéal républicain, et avec lui bien sûr la laïcité. Au micro, Laurent Bouvet, un intello longtemps proche du PS. On se bat contre ceux qui viennent corrompre, amoindrir, abaisser la laïcité. Le printemps républicain commence aujourd'hui. Le printemps républicain est soutenu depuis le début par deux magazines, l'un classé à droite, Causeur, l'autre à gauche, Marianne. Les valeurs que défend le printemps républicain sont pour l'essentiel les valeurs de Marianne, avec la République et la laïcité. Ce jour-là... Merci Axel Desrouges. Je suis le chauffeur de taxi de Karim Rissouli, si seulement. Aux Folies Bergères, on retrouve Laurent Bouvet. Ça va? T'as ta place? Oui. Le printemps républicain est l'un des organisateurs de ce colloque. Vous voyez, vous saviez même pas que Marianne à un moment c'était à gauche. Tellement ça se voit plus beaucoup. Intitulé Toujours Charlie. Alors, est-ce que vous avez envisagé un jour de vous transformer en mouvement politique comme on a vu quelques mouvements? Alors ça, pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas, mais sachez que c'est fait. Le printemps républicain est officiellement maintenant un parti politique. Le vide politique, en particulier à gauche, parce qu'on vient essentiellement de la gauche, est criant aujourd'hui. Donc on verra, il faut aussi des circonstances pour ça. Au Parti socialiste, Laurent Bouvet a longtemps été proche de Manuel Valls. Ça va? L'ancien Premier ministre fait d'ailleurs le déplacement ce jour-là. Vous me laissez. Merci. Mais il ne prononcera pas un mot. Je vous répondrai pas aujourd'hui. Voilà. Il n'est pas adhérent, à ma connaissance, du printemps républicain, mais il s'affiche souvent avec eux. Manuel Valls veut occuper le terrain politique sur ces questions-là. Et le printemps républicain est un bon moyen de relayer son discours, notamment sur les réseaux sociaux, sans que lui apparaisse directement en première ligne. Bonjour à tous. Issus du PS, les fondateurs du printemps républicain sont... Brice Couturier, je crois, qui est à la tribune, avec Elisabeth Badinter. Vous voyez, les réseaux, c'est vraiment les islamophobes qui viennent plus ou moins du PS. Quoi. Soutenus par des figures de la gauche, comme Elisabeth Badinter. Tout dépend de notre force de... Non, c'est pas Brice Couturier, le mec. Je sais pas qui c'est. Conviction. La seule arme honorable dans une démocratie. À la tribune, c'est clairement l'islam qui occupe les débats. Pardonnez-moi, en ce qui me concerne, et contrairement à Madame Diallo et à d'autres, le voile n'est pas un signe de féminité. Le voile est un signe d'oppression patriarcale. Qui dit aux femmes... Ah bah là, c'est Brice Couturier. Moustachu, je sais plus, c'est pas le sociologue Kaufmann? Je sais plus. Là-bas, je crois que c'est Clavreul.
Et elle, depuis Calandra, elle est passée... tu vois, c'est Jean Massier qui la connaît bien, Calandra. Elle est passée à La République En Marche. Couvrez-vous, parce que vous êtes tentatrice. De Rugy. Vous avez vu De Rugy au premier plan, là ici, voilà. Avec sa femme, évidemment. J'espère qu'on bouffait bien ce soir-là aussi. Et puis, évidemment, Manuel Valls avec sa femme de l'époque, je pense. Derrière, c'est qui, ça? Je sais pas. Le Printemps républicain... Il me dit quelque chose, lui. ...revendique de ne recevoir aucune subvention publique. Ce jour-là, les entrées sont payantes. Il y a du monde au stand des produits dérivés. Nous sommes dans un moment où il faut se regrouper. Regardez, c'est que des bourgeois. C'est que des bourgeois. Quand je vous disais que c'était le pinacle de la gauche bourgeoise, c'est... Pour résister contre certaines choses qui arrivent à notre pays, et notamment la perte de la liberté d'expression, retour en arrière sur certaines valeurs. Peu de rendez-vous publics. L'essentiel du combat du printemps républicain se mène sur les réseaux sociaux avec ce genre de tweets. Interdisons la présence de mères voilées dans les sorties scolaires. Je ne veux pas que les enfants s'habituent au voile. Le printemps républicain revendique 500 militants très offensifs sur Internet. Ils ont des personnalités ciblées. Jean-Louis Bianco est une des cibles, Rokhaya Diallo est... Ils ont eu la tête de Jean-Louis Bianco, il me semble d'ailleurs. Qui était à la tête de l'Observatoire de la laïcité et qui s'est fait virer. Donc ça montre bien que les réseaux marchent, les réseaux fonctionnent. Et on va y revenir, ça va être le fil rouge, je pense, de cette matinale du midi. Parce que vous allez voir que le printemps républicain n'est pas pour rien non plus dans la transition de Marlène Schiappa vers une Marlène Schiappa plus républicaine. Des cibles... C'est annulé, ils ont annulé l'annulation. Ils n'ont pas obtenu sa tête. Amin El Khatmi... Non, il est resté, bon, très bien. Benoît Hamon est une des cibles. Voilà, donc à chaque fois que ces personnalités prennent la parole, tous les militants ou les cybermilitants proches du printemps républicain y vont, retweetent, répondent, etc. Et ils font d'une micro-polémique un phénomène viral. Depuis 2 ans, ils participent à une campagne acharnée pour obtenir la tête du patron de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Ils ont voulu votre tête, ces gens-là, vous comprenez pourquoi? Ah non, il faut leur demander à eux. Il y a peut-être des infiltrés chez Mediapart. Non, on est une cible à Mediapart. Le printemps républicain nous déteste. C'est pas du tout la même tambouille. En tout cas, ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu avec le président Hollande et ils ne l'auront pas avec le président Macron. Mixité dans les... Ouais, enfin, ça s'est joué de ça, apparemment. Les cours de sport, menus de substitution dans les cantines, signes religieux au travail. Le printemps républicain reproche à Jean-Louis Bianco et son observatoire d'être laxiste. Laxiste. Vivement que la refonte de la loi Aviat et le printemps républicain, ça n'arrivera pas. Merci Don Père. On n'est évidemment pas mou et pas conciliant, on est pour le droit. La laïcité, c'est des libertés et c'est des interdits. Il faut faire respecter les libertés, il faut faire respecter les interdits. Mais c'est une accusation totalement infondée. Vous savez, il y a des gens qui ont un peu une pensée magique. Autrefois, il y avait des tribus en Afrique qui jetaient de l'eau en l'air pour faire tomber la pluie. Et eux, ils pensent qu'en répétant un mensonge, ça va devenir une vérité. Mais Jean-Louis Bianco est désormais obligé de cohabiter avec ceux qui le combattent, au sein d'un conseil des sages de l'éducation nationale. Parmi les 13 personnalités nommées par Jean-Michel Blanquer, proche du printemps républicain, Jean-Michel Blanquer, évidemment. Jean-Louis Bianco, donc, mais aussi Laurent Bouvet et 4 autres sages sur une ligne proche du printemps républicain. Son fondateur a pris la parole lors de la première séance de ce conseil des sages. Il serait bon que les enseignants abordent la question du sens, sur le voile par exemple. Mais peut-on garantir qu'ils auront à cœur de le faire, qu'ils auront la rationalité nécessaire? En moins de 2 ans d'existence, Laurent Bouvet et ses amis ont réussi à se rendre incontournables. Dernier exemple en date, vendredi, le ministère de l'Intérieur rendait public un rapport polémique sur la laïcité. Son auteur, Gilles Clavreul, proche de Manuel Valls, et cofondateur du printemps républicain. Merci Choucroute Master. C'est donc le rapport Clavreul qui dresse un constat alarmant sur la laïcité, de plus en plus contestée, mise à mal notamment par l'islam radical. Et le rapport propose donc des mesures choc pour endiguer ces dérives. Le printemps républicain a désormais l'oreille du gouvernement. Pourtant, le candidat Macron dénonçait leur conception de la laïcité. Si on donne le sentiment que nous luttons sur des terres symboliques contre une religion, on vient tout fracturer, faire le jeu de certains, celui de la division et de la guerre civile. Mais depuis son accession à l'Élysée, silence radio sur la laïcité. On est
intrigué par le fait qu'il ne veuille pas en parler et qu'il repousse sans cesse ces échéances. C'était en janvier, février. Oui, il devait faire un grand discours sur la laïcité qui a sans cesse été repoussé. Il se trouve que maintenant, bon, avec la loi sur le séparatisme, c'est bon, on a vu son camp. Il a joué l'ambiguïté longtemps, sans doute parce qu'il connaissait le poids aussi de ces gens-là. Hein. Donc, bon. Février, à un moment, c'est un débat qu'il ne pourra pas éluder pendant tout un quinquennat. Le printemps républicain a-t-il réussi à imposer ses idées, y compris au plus haut sommet de l'État? Ce soir, on va poser la question. Enquête signée Cécile Guerrier-Riquier, Jonathan Hemen et François Benessiano. Et on va poser cette question dans un instant à Brice Couturier, journaliste et signataire du manifeste du printemps républicain. Avant de répondre à cette question dans la deuxième partie, juste un mot sur votre engagement à leur côté. Qu'est-ce qui vous a séduit au départ dans cette initiative ? Moi, je suis un militant laïque, absolument convaincu de la nécessité de défendre la République quand elle est attaquée. Elle l'a été de manière extrêmement violente ces dernières années. On a perdu 240 de nos compatriotes. Je suis très hostile à toute instrumentalisation des religions à des fins politiques. Et l'islamisme, c'est précisément ce type d'instrumentalisation-là. Ça date de quand, cette émission? Très bonne question. Je crois que c'était l'année dernière. 2018, février 2018. Février 2018. Bon, je pense que vous avez vu un petit peu ce qu'était le printemps républicain. Maintenant, on va revenir à cet article sur le PS, donc qui dit le poids qu'a pris le printemps républicain au PS, et avec le côté les gens n'osent pas en parler. Vous avez entendu comme moi, enfin vous avez lu comme moi, il y en a qui disent ça en mode il faut pas, ouais mais dites pas que c'est moi quoi. Voilà, de peur de se faire taper sur les doigts par certains militants qui s'en sentent proches, même sans avoir leur carte au printemps républicain quoi. Il y en a qui s'en sentent proches, qui sont sur la ligne. Charge à Jérôme Gage désormais de se faire le porte-voix de cette nouvelle ligne qui, si personne ne l'assume comme telle, apparaît comme une synthèse entre une conception identitaire de la laïcité portée par les socialistes proches du printemps républicain et ceux qui s'inquiètent surtout de l'ambiance hostile aux musulmans qui progresse dans le pays. Ah, il y en a encore. Même si j'ai pu penser un temps qu'on devait porter la laïcité en étendard, j'estime que la laïcité ne doit pas être seulement identitaire, ce qui nous distingue du printemps républicain. Résume ainsi le nouveau monsieur laïcité du PS, qui prône la République sociale. On doit marcher sur deux jambes, combattre l'islamisme, mais aussi les discriminations, même si on n'est pas là pour inventer de nouvelles figures de l'opprimé. Reste que celui qui fut élevé dans la couveuse de la gauche socialiste avec Julien Drey et Jean-Luc Mélenchon, dont il ne doutera jamais de l'ADN républicain, n'est en réalité guère plus éloigné du printemps républicain que l'ancienne secrétaire nationale. Signataire comme Olivier Faure du manifeste fondateur de l'organisation, dont il n'est cependant pas membre. Oh, Olivier Faure, il a signé le manifeste du printemps républicain, je ne savais pas. Jérôme Gage passait une tête l'an dernier lors de son rassemblement à la Bellevilloise. Il continue d'y avoir, donc le rassemblement du printemps républicain à la Bellevilloise. Il continue d'y avoir des amis et partage avec ce mouvement une propension à considérer comme angélique ou ambigu un certain nombre d'associations de gauche, comme l'UNEF, un syndicat qui a une porte-parole voilée, et ce n'est pas la gauche que j'aime, dit-il. Sans surprise, la nomination de Jérôme Gage au poste de secrétaire national a donc été immédiatement saluée par Gilles Clavreul et ses camarades. Quant à Amin El-Khatmi, président du printemps républicain, il ne boude pas son plaisir de voir son ami Jérôme promu à cette fonction. Autant j'ai des interrogations sur l'authenticité du revirement du PS sur la laïcité, donc pour lui c'est toujours pas assez, si tu veux, ce que fait le PS sur la laïcité, autant Jérôme pense sincèrement la même chose que moi, que nous, affirme celui qui regrette que le printemps républicain soit caricaturé dans certains médias comme une organisation islamophobe. Oh, allons, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Quoi qu'il en soit, conclut-il, c'est agréable qu'après des années d'indifférence courtoise, voire de petites vacheries de socialistes qui nous traitaient de réac, le PS vienne sur nos positions régaliennes, sur la laïcité, l'ordre et l'autorité. Oui, parce qu'il n'y a pas que la laïcité, il y a aussi, c'est quand même aussi Manuel Valls, c'est aussi tout ce qui est sécuritaire. Donc voilà, ça porte aussi ça, le printemps républicain. D'où l'accueil favorable des propos sur le séparatisme tenu le 2 octobre par Emmanuel Macron. Un discours qui a heurté aussi bien SOS Racisme ou la Ligue des droits de l'homme que la France Insoumise, qui y ont vu une stigmatisation des musulmans, mais qui a contenté, voire ravi la direction du PS. Le grand manque de ce discours a été l'absence d'annonce en matière d'insertion, mais bon, on doit tout de même se féliciter que Macron soit enfin venu sur la ligne du PS pour ce qui concerne la laïcité, explique ainsi le secrétaire national à la sécurité, David Habib, soutien de Manuel Valls à la primaire de 2017, qui se souvient avec une pointe d'amertume d'un Macron qui, sous le mandat Hollande, était gêné dès qu'il y avait un rappel des valeurs par Cazeneuve ou Valls. Il nous accusait d'être dans un fanatisme laïque. Il a changé, tant mieux. Le fantôme de Manuel Valls.
L'ordre républicain et la laïcité en bandoulière. La nouvelle ligne de crête, appliquée avec plus ou moins de zèle par les huiles socialistes, n'est toutefois pas du goût de tout le monde. D'autant qu'en interne, tout le monde n'appréhende pas de la même manière la loi de 1905. Quand Corinne Nara-Siguin, la numéro 2, veut respecter l'esprit de la loi, elle n'est pas contre apporter quelques améliorations, comme l'extension du principe de neutralité aux agents des entreprises délégataires de services publics. Le sénateur Rachid Temal, en revanche, veut lui rester sur la loi et rien que la loi, et avertit qu'il s'exprimera sur le sujet le moment venu. Au lieu de fédérer, la thématique de la laïcité pourrait-elle devenir une nouvelle pomme de discorde dans un parti déjà miné par le poids du bilan Hollande ? On parle beaucoup de laïcité en ce moment, mais ce n'est évidemment pas la seule matrice de notre politique, tente de relativiser Gabriel Siriwari. Il n'en demeure pas moins que dans le ventre mou socialiste, certains rappellent à dessein qu'avant d'être le parti de la déchéance de nationalité, le PS fut aussi le creuset de SOS Racisme, et que le président de l'Observatoire de la laïcité, aujourd'hui dans le collimateur du gouvernement au prétexte qu'il serait davantage préoccupé par la lutte contre la stigmatisation des musulmans que par la défense de la laïcité, s'appelle Jean-Louis Bianco, nommé en 2013 par François Hollande, que vous avez vu dans le sujet juste avant. Depuis Charlie, la laïcité est en train de devenir le nouveau catéchisme au PS comme dans d'autres partis à gauche. Raille une élue. Une élue, ça veut dire qu'elle n'a pas voulu qu'on donne son nom. Merci Salem PH. Raille une élue. Certains se montent le bourrichon avec les mots valises de république ou laïcité pour apparaître crédible et donner des gages à la droite. Au lieu de se gargariser de grands mots, ils devraient se rappeler que la solidarité et la tolérance sont aussi au fondement de la gauche. Ah ouais, donc courageuse, mais elle parle pas à visage découvert, quoi. Porte-parole de Génération, le mouvement créé par Benoît Hamon après son départ du PS, Benjamin Lucas estime que le parti à la rose opérerait ni plus ni moins une triangulation stratégique. Reprendre les termes et les thèmes et les thèses, les termes et les thèmes de l'extrême droite n'aide pas à la combattre. Nous devrions à gauche être capables de nous retrouver sur une vision de la laïcité fidèle à l'esprit de la loi de 1905 et à notre intransigeance face au racisme et à la haine des musulmans qui s'immiscent partout. Faire de la participation à la marche contre l'islamophobie l'alpha et l'oméga du républicanisme a par ailleurs créé un malaise en interne. Il faut dire que, loin des oukases lancés aujourd'hui par Olivier Faure, le bureau national du parti a hésité jusqu'à la dernière minute à se joindre au défilé du 10 novembre, au terme d'un débat assez ubuesque, raconte un socialiste présent ce jour-là. Toujours sans donner son nom, hein. Des camarades proches du printemps républicain se sont mis à incriminer les signataires de l'appel, comme l'association France-Palestine Solidarité, la Libre Pensée ou la Ligue de l'Enseignement, où fourmillent pourtant plein de militants de chez nous. On n'est pas là pour donner des bons ou des mauvais points en républicanisme, sinon on va finir par en donner à l'extrême droite, s'agace en outre un parlementaire qui juge que la République ne restera laïque que si elle est sociale, donc faut arrêter de voir de la laïcité partout. La lutte contre l'islamisme radical n'est pas une question de laïcité, la loi de 1905 suffit, on ne doit pas y toucher, abonde François Lamy, qui avait rencontré le CCIF dans l'indifférence générale quand il était le ministre de la Ville de Jean-Marc Ayrault. Il fut une époque où on disait « chacun défile avec ses mots d'ordre ». C'est plus le cas et c'est dommage. J'étais gêné qu'on ne marche pas pour Adama. Ajoute cet ancien proche de Martine Aubry en référence au refus du PS de se joindre au rassemblement contre les violences policières qui s'est tenu après le meurtre de George Floyd à l'appel du comité Vérité et Justice pour Adama. Ce jeune homme, mort des suites de son interpellation à Beaumont-sur-Oise, dans le Vadoise. Bon, ça, normalement, vous connaissez. Salaud 29 mois, merci Célémax. Merci pour tout. Ton soutien depuis longtemps. Donc l'absence du PS a été remarquée dans les cortèges, que ce soit donc la manif contre les violences policières ou la manif contre l'islamophobie. Le problème, c'est qu'Adama Traoré n'était pas une bonne victime, dans le sens où il a été lui-même accusé de viol par un codétenu au cours d'un séjour en prison. Justifiait-on alors dans l'entourage d'Olivier Faure, qui n'a en outre jamais caché sa perplexité vis-à-vis des nouvelles générations de l'antiracisme et leurs théories sur le privilège blanc ou le racisme systémique. Une incompréhension perceptible lors de son discours consacré à la République en clôture des universités d'été du parti à Blois cet été. Donc là, il a dit ça, il a dit « À tous ces Français qui plongent leurs racines dans d'autres continents, je dis... refusez d'être considérés comme des indigènes, refusez de vous vivre comme racisés. Il n'y a pas de place sur notre sol pour un affrontement entre communautés. » Comme sa base militante, plutôt âgée, et parce qu'il n'a pas travaillé le sujet depuis des années, le PS n'est pas très au fait des nouvelles tendances de l'antiracisme. Justifie Frédéric Savicki, chaque fois je rajoute ski, comme l'affaire, enfin bon bref. Justifie Frédéric Savicki qui note comme une avancée le fait que le PS ait défilé avec toute la gauche contre la loi sécurité globale. C'est toujours ça de prix.
Pas de quoi convaincre pour autant ce socialiste qui met la pente réactionnaire du parti sur le compte de la présence de nombreux anciens proches de Manuel Valls dans l'entourage d'Olivier Faure. À commencer par Carlos da Silva, son directeur de cabinet qui fut le bras droit de l'ex-premier ministre, Thibault Delahaye, son directeur adjoint, mais aussi Pierre Jouvet qui s'est présenté sur les listes de Macron aux législatives avant de revenir au PS, désormais chargé, lui, de proposer un projet politique pour rassembler la gauche pour 2022. Allez, bon boulot. Bon courage, je veux dire, au boulot. Si, on dit Tski. Savitski. Ouais. C'est la matinale des Leftards, exactement. Le mensuel Regard en fait la liste ici. Ouais, en voulant maintenir les Hollandais à distance, Faure s'est, faute de mieux, jeté dans les bras des valsistes qu'il a nommés à des postes stratégiques, analyse un observateur qui rappelle que l'ancien chef de l'État, à l'inverse de son ancien Premier ministre, estimait même après les attentats de janvier 2015 qu'il n'y avait pas de problème spécifique avec l'islam. Toujours est-il que, parce que ces questions ne l'intéressaient pas ou par lâcheté, Hollande a laissé les idées islamophobes de Valls infuser dans les marais des militants et des cadres qui n'avaient ni ligne politique ni connaissance sur l'islam et la laïcité, poursuit-il. Par la suite, le départ d'un pan des troupes socialistes vers Emmanuel Macron, qui portait en 2017 un discours anti-laïciste, puis le décrochage des hamonistes, chantres d'une laïcité ouverte, ont fini d'achever de réduire le PS à portions congrues autour des plus islamo-stressés. Le valsisme s'est imprégné dans les esprits à gauche et a brouillé les repères de certains dirigeants, martèle Benjamin Lucas. On l'a vu avec la déchéance de nationalité, mais aussi ces derniers temps avec la porosité entre le PS et le printemps républicain. Ce qui pourrait expliquer en passant que le PS se soit, ces derniers temps, fait d'une discrétion de violette sur certains sujets. Je connaissais pas cette expression, d'une discrétion de violette. Par exemple, sur l'affaire Mariam Pouchtou, à la mi-septembre, une députée de LREM avait refusé, contre toute règle de droit, de siéger à une commission d'enquête de l'Assemblée nationale au prétexte que la vice-présidente de l'UNEF portait le voile. La scène avait suscité un émoi collectif sur les réseaux sociaux. Silence radio au PS. Le politologue spécialiste des social-démocraties européennes Philippe Marlière, lui aussi, tape dur sur cette soudaine obsession républicaine qui s'est saisie du PS après les attentats de Charlie Hebdo et qui illustre selon lui la droitisation générale de l'espace politique. En évoquant constamment ces notions écrans de laïcité ou de république, en se posant comme le parti de l'ordre républicain, face implicitement aux musulmans, le PS se place sur une ligne néoconservatrice à la française. Donner dans ce nationalisme qui ne veut pas dire son nom revient à tenter de conserver un vieux monde, alors que la société est de fait multiculturelle et multiconfessionnelle. Le chercheur, qui fut adhérent au PS pendant 20 ans avant de s'envoler vers des organisations plus à gauche, ajoute « Cette ligne jacobine, héritée du colbertisme, permet à ce parti de porter à bon compte une soi-disant identité française alors qu'il a été très loin dans l'adaptation à la mondialisation libérale. Elle est aussi destinée à faire oublier les turpitudes du PS sur les questions économiques et sociales et à masquer son manque de propositions à la matière. » J'aime bien, moi, Philippe Marlière. Moi, je pense que je vais l'inviter. J'aimerais bien qu'on l'ait en live pour discuter, Philippe Marlière. Ancien socialiste devenu marcheur, avant de quitter LREM au printemps dernier, Aurélien Taché n'est pas plus tendre. Je m'étouffe. Je m'étouffe de ouf. Vous le connaissez, Philippe Marlière ? La violette a la particularité de saturer les récepteurs olfactifs et donc de ne plus se sentir, puis de revenir. C'est un parfum discret. Ah ouais. Ouais, je bois un peu mon café, là. Philippe Marlière, je voulais inviter. Mais si vous le connaissez, je veux bien votre avis. Si vous le connaissez pas, vous le découvrirez. C'est un chercheur en sciences politiques qui enseigne à Londres, je crois. Et qui est souvent très intéressant, tout comme moi je like beaucoup de ses tweets. Et il lui arrive de liker les miens, je suis content en général. Je me saoule tout seul à essayer d'attirer l'attention. Y a-t-il un moyen de t'envoyer un courrier par mail ? Un courrier par mail ? Et envoie un mail directement. C'est l'article de Grohl ? Oui, c'est l'article de Grohl. Non mais c'est à force de gueuler là, parce que je gueule pour vous. Parce que bon, un ton de voix normal c'est plutôt comme ça, mais avec moi je suis comme ça moi. Bon bref, ancien socialiste devenu marcheur avant de quitter LREM au printemps dernier, Aurélien Taché n'est pas plus tendre. Il met en garde, il garde en travers de la gorge sa désinvitation de l'université d'été du PS pour cause de tweet clash avec la ministre chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa à propos de ce père de Besançon qui avait tondu sa fille.
Je connais même pas cette anecdote. Sur fond de rivalité ethnique entre Bosniaques et Serbes, le gouvernement réhabilite la double peine chère à Darmanin et Schiappa et remet une pièce dans le jukebox de la haine anti-musulmane et conjure le sort de Leonarda. Bravo la droite, avait-il alors écrit, sans se douter que rappeler l'interdiction de la double peine lui vaudrait les foudres du parti victorieux de Nicolas Sarkozy en 2012, donc le PS. Celui qui avait quitté le PS sur la déchéance de nationalité raconte son arrivée... Donc là, on est toujours sur Aurélien Taché. Hein. Oui, c'est ça, on est toujours sur Aurélien Taché. Celui qui avait quitté le PS sur la déchéance de nationalité raconte son arrivée au cabinet de Sylvia Pinel, ministre du Logement sous le quinquennat Hollande, pour s'occuper du logement des migrants. Il se souvient d'un Manuel Valls tout-puissant et d'un Bernard Cazeneuve expliquant à propos de la mort du petit Aylan sur une plage turque que « la solidarité des Français se retrouvera en 2 jours et on sera balayé avec ». Aujourd'hui, les socialistes risquent de se couper des combats de l'époque, regrette Aurélien Taché. Au lieu de porter une vision économique et sociale, ils rétrécissent leur discours sur la République et la laïcité. Une trajectoire qui lui fait penser à un autre parti qui s'était lui aussi tout entier consacré à la défense des valeurs de la République et de la laïcité, le parti radical. Après avoir connu son heure de gloire sous la Troisième République, il finira, faute de programme économique et de base sociale, par s'étioler jusqu'à la quasi-disparition. Sans doute Olivier Faure n'a-t-il pas envie de rencontrer le même destin. C'est marrant, on en avait parlé l'autre soir aussi du PRG, des radicaux quoi. Et on en avait parlé l'autre soir, on en avait parlé parce qu'on avait parlé de Christiane Taubira. Voilà. On va pouvoir parler de l'article de Marlène Schiappa. Voilà pour ce qui est du PS. Pour me faire l'avocat du diable, je suis élu municipal et élu interne au PS, et la majorité des jeunes sont pas comme ça, on attend juste que les vieux décèdent, c'est dur en attendant. Mais je comprends, Storm, CRTR, je comprends. Le problème, c'est qu'ils ont l'appareil de la direction, l'oreille de la direction. Olivier Faure a signé le manifeste du Printemps républicain, donc il serait peut-être temps de te barrer de ce parti avant que ça devienne vraiment l'angoisse, quoi. Mais c'est ça, le destin, là, en effet, c'est de devenir le PRG, c'est-à-dire un parti de notables, un parti vraiment de notables, un petit peu conservateur, voilà, bon, alors, avec 2-3 totems sur la République, l'école, la laïcité, mais c'est la même chose, en fait, le PS est en train de devenir le parti radical, c'est évident. C'est évident, mais c'était sûr, en fait. Au pire, si t'es pas trop de gauche, tu peux aller à EDS, le truc d'Aurélien Taché, là. Tu vois, écologie, démocratie, solidarité. Non, comment ça s'appelle ? Non, ça, c'était leur groupe. Son parti, il s'appelle Bonjour la France... Debout la France, non, putain, non, ça c'est... Merde, comment s'appelle le parti d'Aurélien Taché, là ? Nous demain, voilà, ça s'appelle Nous demain. Pas Debout la France, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça te va pas, Nous demain ? Moi, je pense que ça serait bien si t'es au PS, ça veut dire que bon, t'aimes pas les insoumis non plus, tu vois. Moi, je pense que c'est pour toi. Coucou la France ! Et oh la gauche ! Bonjour la France Inter. C'est ça. Enfin voilà, moi je donne mes conseils, hein. Si vous cherchez un parti, vous me donnez vos valeurs, je vous dis où c'est le bon parti si vous voulez. J'ai voté Mélenchon en 2017, mais je crois encore à un renversement de la table avec la nouvelle génération. Ah ouais, bah moi j'y crois pas trop. Hein. Va direct chez Mélenchon. Allez. Avec un peu de bol, le vent va tourner, puis c'est là-bas qu'il y aura des élus d'ici 10 ans, et c'est là-bas qu'il y aura des places. Le choixpeau, c'est ça, je te mets le choixpeau. C'est moi le choixpeau. Taché, c'est pas un laïciste. Alors écoutez, laïciste, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais Taché, oui, Taché, il est contre la ligne Printemps républicain, dirons-nous. L'antiracisme est la composante la plus importante pour moi, avec LFI, ça le fait plus trop. Bah, ça dépend de quel antiracisme. Ouais, EDS est mort. Non, pas depuis 2 mois, hein, ça fait moins longtemps. Bref, allez, on va passer à un peu le même sujet, quelque part, avec une trajectoire singulière, une trajectoire particulière, celle de Marlène Schiappa, que vous connaissez tous et toutes. En politique, on s'adapte ou on meurt. Marlène Schiappa, macroniste endurcie. La ministre déléguée à la citoyenneté a pour seule ligne sa fidélité au président. Au-delà de son exercice insolite du pouvoir, certaines associations et d'anciens collaborateurs pointent sa tendance à l'autoritarisme et une action aux effets en trompe-l'œil. Alors là, vous allez voir, oh putain, c'est un putain de dossier. À mon avis, on va y passer jusqu'à la fin, on n'aura pas le temps de lire le dernier article. Donc 24 minutes de temps de lecture. Et ça, c'est
c'est pas à l'oral, hein. C'est lecture dans ta tête, quoi. Donc ça va être long, mais apparemment il y a beaucoup de choses dans ce portrait, et de toute façon je voulais le lire. T'avais lu l'article? Non, j'ai pas lu celui de Mediapart, mais Cotentin me l'a raconté. Mais du coup je vais lire ce portrait-là, comme ça on s'est réparti les trucs. Lui il a lu celui de Mediapart, moi j'aurais lu celui du Monde. Donc, au début de sa carrière ministérielle, quand elle était encore secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, 2017-2020, Marlène Schiappa s'amusait à faire 2 piles. La pile A était constituée d'articles qui traitaient de son action sur le fond. La pile B rassemblait ceux qui évoquaient sa tenue vestimentaire, ses accessoires de joaillerie, sa chevelure volumineuse et ou ses punchlines les plus exubérantes. Selon un témoin très proche de la ministre, la pile A avait toutes les peines du monde, tandis que la pile B crevait le plafond. Merci banlieue salaire. Qui me dit quoi? Tu streams les soirs de Ligue des Champions, donc obligé de s'abonner pour les replays. Désolé, banlieue salaire. J'avoue, je suis pas très foot. Il était donc prévisible quand son bureau du ministère de l'Intérieur, en présence de son conseiller spécial Mathieu Pontécaille, la ministre déléguée à la citoyenneté se demande à laquelle de ces 2 piles elle pourrait bien destiner chaque question qu'on lui pose. Ah oui, donc elle a le droit à un portrait où elle a accordé quand même l'interview, l'entretien au Monde, et donc à la journaliste, c'est une meuf, c'est un mec, c'est qui? Non, c'est Laurent Tello, au journaliste Laurent Tello. Donc elle l'a reçu, elle lui dit « Pardon, je ne remets pas du tout en cause votre travail, mais vous appelez plein de gens qui m'ont peut-être croisé quelques mois, qui ne m'aiment pas et qui seraient fondés à donner leur avis. C'est comme si moi, j'appelais votre ex-femme, un collègue avec qui vous êtes engueulé parce qu'il mangeait des nems tous les midis, etc. Et je vais leur dire « Allez, le bal-trap est ouvert, dites plein de vacheries. » Et ça va faire une image publique. J'ai lu des portraits de moi en me disant « Mais qui est cette personne ? Il y a aussi des gens qui m'aiment bien. Mais qui peut mieux parler de moi que ma sœur ou mon mari ?» Bah oui. Allez pas demander leur avis à des gens qui m'aiment pas. Vous êtes cons, quoi. Merci, Egol147. Elle manque pas d'air, hein. Elle est quand même extraordinaire. Elle est quand même extraordinaire. Une entrée en matière peu orthodoxe. Bah, en plus, peu orthodoxe, ça veut dire qu'ils ont aucune culture de la presse, de ce qui se fait dans la presse. On ne fait pas ça et on ne reçoit pas un journaliste en lui disant par contre, vous appelez pas machin, il va vous dire des saloperies, c'est comme si j'appelais votre ex-femme, quoi. Bah ouais, mais si tu fais un portrait de quelqu'un, ouais, t'appelles son ex-femme, ouais. Ça s'appelle le contradictoire. Une entrée en matière peu orthodoxe à l'image de cet ovni de contre-culture politique descendu tout droit du Nouveau Monde. Ministre à 35 ans, putain, elle a mon âge. Ministre à 35 ans, enfin elle avait mon âge quand elle est devenue ministre. Elle était seulement adjointe au maire du Mans il y a 3 ans et demi. Passionnariat ministériel du féminisme, elle est aussi écrivaine, une 30aine de livres publiés, dont plusieurs de facture érotique. La Madame Couac du début du quinquennat, qui arpente au culot un quartier très populaire de Paris en robe d'été à 23h30 pour sensibiliser à la lutte contre le harcèlement de rue. La copine de Cyril Hanouna, la tweeteuse insatiable. Rien d'étonnant à ce qu'on ne sache pas très bien sur quel pied danser. Mais on avait une question très pile A. Est-elle à l'aise avec son départ du secrétariat d'État voué à la mission de lutte contre les violences faites aux femmes, décrétée grande cause du quinquennat, pour rejoindre un ministère régalien de la citoyenneté sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, visage autoritaire et répressif du gouvernement qui a fait l'objet d'une plainte pour viol? Une question qui se pose avec d'autant plus d'urgence qu'elle vient de passer des jours compliqués, sur fond de lynchage policier à l'encontre de Michel Zecler, un homme noir producteur de musique, et d'une évacuation très violente d'un rassemblement de migrants place de la République à Paris. Une séquence durant laquelle elle a dû se soumettre à un sacré grand écart pour soutenir Darmanin, mais pas trop quand même. Au lendemain de l'opération Place de la République, Marlène Schiappa précise dans un communiqué que les migrants sont des personnes qui doivent être traitées avec humanité et fraternité. Une façon d'occuper un espace de plus en plus large à la gauche de son ministre. Mais sur Twitter, elle préfère raconter un déplacement chez les pompiers de Versailles ou annoncer de manière humoristique ou incongrue, c'est selon, son arrivée sur TikTok, le réseau social utilisé par les collégiens. On va se le mettre, hein, parce que c'est cadeau, ça coûte pas cher. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Voilà. Voilà. Une semaine finalement plutôt discrète qu'elle conclut samedi soir sur le plateau d'On est en direct de Laurent Ruquier, quelques heures après les manifestations pour réclamer le retrait de l'article 24 de la loi de la proposition de loi sécurité globale, considérée comme liberticide. Là, elle est enfin très claire sur Darmanin.
Je ne peux pas lui laisser endosser le rôle de celui qui n'est pas choqué par les violences policières, car ce n'est pas le cas. Non, je ne suis pas un alibi de gauche, c'est un ministre courageux, je le soutiens. Dimanche, au téléphone, pour faire le bilan de cette semaine particulière, elle a fait preuve de son aplomb coutumier. J'ai beaucoup réservé ma parole car j'avais un accord d'exclusivité avec Ruquier. Mais j'ai vu Gérald Darmanin tous les jours. On a parlé longuement avant son passage aux 20h, jeudi. Quant à le soutenir davantage publiquement, il ne m'a rien demandé, ce n'est pas son genre. J'assume complètement mon binôme avec Gérald Darmanin. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Pour essayer de comprendre sa transhumance ministérielle assumée, on a pris rendez-vous avec la personne qui connaît le mieux Marlène Schiappa après sa sœur, sa mère et son père, son mari, Cédric Bruguière. Cédric Bruguière porte une casquette bleue parce qu'il est jaloux d'avoir moins de cheveux que sa femme et des baskets rouges, pile B. Cédric Bruguière est sympathique. Consultant en DRH, il a pris ses marques de conjoint de ministre. Merci, random anonyme, JPP de ce pays. Random anonyme 1312, comme on dit. Donc, il a pris ses marques de conjoint de ministre. De Gaulle a dit, l'intendance suivra, la logistique familiale, c'est pour moi. Il voudrait contribuer dans la mesure du possible à faire grandir la pile A. En fait, le point de départ de tout pour Marlène, c'est de réparer les injustices et les inégalités. Elle a fait l'objet de critiques, mais je vous assure qu'elle est d'une parfaite cohérence. À l'égalité comme à l'intérieur, elle cherche à assurer un socle de sécurité pour chacun, en toute égalité. Ouais. On voudrait aussi lui faire partager notre saisissement lorsqu'on a vu sa conjointe pour la première fois. En octobre, elle inaugurait une maison de confiance et de protection des familles à la gendarmerie de Bois d'Arcy, dans les Yvelines. Merci. Hello, Vice Divi. Toujours un plaisir de suivre tes lives, Usul. En tant que gauchiste qui déprime, c'est une vraie lumière dans l'obscurité. Oh, comme tu y vas. C'est très gentil, mais comme tu y vas. À l'avoir évolué au milieu du préfet, du major général, du lieutenant-colonel et de beaucoup d'autres officiers, il y a des images, c'est ça? Nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Marlène Schiappa pour l'inauguration de la première maison de confiance et de protection des familles, qui est un dispositif assez novateur finalement, puisque ça consiste à venir véritablement encore plus qu'avant en appui donc, des publics les plus particulièrement vulnérables. Je pense notamment aux victimes de violences intrafamiliales, mais aussi à la maltraitance infantile. Et puis également, c'est cette capacité de projection à avoir au plus près des publics un peu isolés. Bonjour, je suis l'adjoint-chef du Bois, je commande la maison de confiance et de protection des familles des Yvelines à Bois d'Arcy. Merci As de Pique, coucou Usul, le chat, à toi aussi. Tu fais une partie Un vieux est mort. Bah finalement, on va pas avoir le temps de la faire parce que là, on est sur le PS, le Printemps républicain et Marlène Schiappa. Donc je pense que Giscard va passer à la trappe. Au sein de la structure, on est 6 gendarmes plus une intervenante sociale en gendarmerie. 6 gendarmes qui vont aller au contact des jeunes aussi bien en milieu scolaire qu'en dehors du milieu scolaire. C'est un endroit qui se veut bienveillant, qui se veut... C'est moi, ils ont mis un genre de morphing. Mais oui, ils ont mis une transition morphing. Mais what? Regardez la transition morphing. C'est un endroit qui voilà. se veut bienveillant, qui se veut accueillant. Par conséquent, dans cette maison, vous ne trouverez pas de locaux de garde à vue, mais au contraire des espaces conviviaux adaptés au public vulnérable que nous sommes amenés donc, à accueillir. Eh ben, franchement, si un jour j'ai plus de boulot, je vais dans une boîte d'audiovisuel pour faire de la presta pour tous ces gens qui savent pas faire de vidéo, quoi. Bref. Pas ceux-là spécifiquement, mais enfin bon. Merci Reds4546B pour ton 2e mois d'abonnement. Bon voilà, là elle était au milieu du préfet, des flics et tout, des gendarmes. Donc à l'avoir évolué au milieu du préfet, du major général, du lieutenant-colonel et de beaucoup d'autres officiers décorés placés sous son autorité, on s'était dit que dans la vie, tout était possible. Et que Marlène Schiappa, plutôt que d'incarner une solennité très protocolaire, était vraiment l'une des ministres les moins académiques de notre histoire. Vous dites ça parce que c'est une femme. A fait Cédric Bruguière, donc son mari, a fait son mari en haussant les épaules. Mais vous avez dû remarquer que Marlène a assagi son look depuis qu'elle est à Beauvau. Eh oui, Marlène est atypique, très loin des codes habituels, c'est pour ça qu'elle m'a séduit. Il se désole juste que ce constat ne soit pas universellement partagé. Marlène est clivante parce qu'on la remarque tout de suite, et elle cherche toujours à agir. Ça peut plaire, ou pas. Voilà. Ça, c'est son mari, donc c'est bien, elle devrait être contente. On est allé... Vous voyez, c'est son mari qui donne dans la pile B, en plus. Enfin bon, bref.
Elle peut être contente, on est allé voir son mari, elle avait dit qu'il fallait aller voir son mari et pas des gens qui la détestent, donc le journaliste est allé voir son mari. On peut continuer. Marlène Schiappa suscite effectivement des sentiments binaires. En juillet, en guise de passation de pouvoir à l'égalité avec Elisabeth Moreno, elle ne pouvait rêver chant du départ plus émouvant. Une cinquantaine de proches et de représentants d'associations gâtés par son ministère avaient les larmes aux yeux et hurlaient des « Marlène, Marlène !» dans la cour du ministère. De mémoire de hauts fonctionnaires, on n'avait jamais vu ça. On avait besoin de lui dire « Merci Marlène », résume Assia Benziane. Adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, proche du Parti communiste, Assia Benziane est l'une de ses meilleures copines. Marlène a réussi à mettre la thématique de l'égalité sur le devant de la scène et ce fut un moment de basculement. L'intérieur lui va très bien, elle va partout où elle peut faire avancer les droits des femmes. C'est une communiste, ça ? En loin un 6e sens politique qui lui commande par exemple d'être une des premières à employer le terme « féminicide ». Mais il y a aussi le fameux bal-trap, avec des tireurs d'élite politiques comme Aurélien Taché, député ex-LREM, créateur du parti Nous Demain, à la gauche de la majorité. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc lui, il va plutôt la flinguer. Là, c'est marrant qu'il y ait des assos féministes qui disaient « Marlène, Marlène, génial, génial ». On pensait... Mais non, mais ça, j'avais déjà prévu de le dire dans l'épisode. Marlène Schiappa, il y a des points sur lesquels elle est sous-cotée. Il y a vraiment des trucs où, en effet, elle a fait preuve de courage et de clairvoyance à certains moments. La Marlène d'aujourd'hui est beaucoup plus inquiétante. Mais la Marlène Schiappa de l'époque, il y avait des trucs à prendre. Donc Aurélien Taché dit « On pensait qu'elle contrebalancerait le discours de Darmanin, mais elle reprend les arguments de la droite dure. Elle est uniquement guidée par son opportunisme et sa propre ambition politique. » Alors j'ai trouvé une info que je vais mettre dans OLG, que normalement les gens n'ont pas. Je vais voir si elle est dans le portrait, s'ils la mettent, parce que je trouve que ça change quand même un petit peu un truc. Enfin, vous allez voir, s'ils la disent, l'info, je vous dirai, ah bah je l'avais aussi, c'est con. Et s'ils la disent pas, vous verrez dans OLG. Il y a aussi des ex-compagnonnes de route qui l'auraient suivi jusqu'au bout de la lutte féministe, comme Coralie Miller, la metteuse en scène des monologues du vagin, dans lequel a joué Schiappa pour une représentation caritative. Il y a eu MeToo, et elle va chez Darmanin. Je suis passé par tous les états. Quel est son message ? C'est une humiliation pour les féministes. Je lui ai envoyé un SMS pour lui faire part de mon désarroi et l'encourager à ne pas se laisser faire. Elle n'a pas répondu. Elle semblait porter le combat sur l'égalité avec tellement de force. Tout était en fumage alors ? Et je ne commenterai pas sa séquence sécurité globale. Ok, d'accord. Donc Coralie Miller... Ah ouais, elle a joué le monologue, les monologues du vagin avec Roselyne Bachelot et ça c'est Myriam El Khomri. Ok. Marie Donzel, consultante, voudrait voir sa copine dans un bistrot et lui demander comment ça va. Lui demander si elle a pas de conflit intérieur. Si elle me répond qu'elle dort bien la nuit, on serait opposés politiquement, mais je lui retirerai pas ma bienveillance. Pourtant, j'ai un sentiment ambigu. Elle a envie de quelque chose pour elle-même ou envie d'incarner un projet politique qui la dépasse ? Travailler avec Darmanin, mais ça m'a fait frémir. Elle avait déjà soutenu Nicolas Hulot. Il y a présomption d'innocence, mais c'était de manière tellement ostentatoire. Marlène Schiappa répond. Concernant ces accusations contre Gérald Darmanin, il y a eu des non-lieux et des classements sans suite. Une enquête pour viol est toujours ouverte. Quant à son éventuel virage droitier, elle dit « C'est juste une impression. J'ai accéléré, par exemple, la régularisation des travailleurs étrangers en première ligne durant le confinement. » Et Cédric Bruguière, je pense qu'on dit Bruguière, et Cédric Bruguière aimerait mettre tout le monde d'accord avec une phrase qui vient de loin. Bah, alors elle est née de gauche. Merci Mirko 1968, merci pour tes analyses, ça fait du bien d'entendre autre que le bruit nauséeux ambiant. Bah de rien. Mais bon, son mari nous rassure, son mari, elle est de gauche, alors qu'il y a des... Ouais. Alors qu'il y a des copines à elle qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle branle, quoi ? Qu'est-ce qu'elle branle ?» Elle est de gauche, mais avant tout, elle est d'une loyauté sans faille à Emmanuel Macron. En fait, en changeant de ministère, Marlène Schiappa n'a été tourmentée par aucun vertige métaphysique. Je suis au service du président. Avant le remaniement, j'étais plutôt parti pour un ministère élargi de la famille. Mais le président m'avait dit depuis plusieurs mois qu'il souhaitait que je prenne de l'envergure politique. On nous avait pourtant susurré que ses actions avaient baissé à la bourse de la cour de l'Élysée, à cause d'ambitions mal placées. Benjamin Griveaux corrige. C'est l'une des seules femmes ministres qui imprime, et le président s'en passerait ?
L'ancien porte-parole du gouvernement et candidat à la mairie de Paris a raison. Elle est devenue indispensable. C'est vrai que sa fidélité a été récompensée. La bonne élève de la Macronie est assise au premier rang. Elle lève le doigt dès qu'un micro passe à sa portée pour prendre les coups à la place du chef de l'État. Depuis le remaniement, dans les couloirs de l'Élysée, on l'a surnommée l'Arletty, d'un gouvernement Castex qui se devait de ressembler à la vraie France, gouailleuse et populaire. Ah, elle est gouailleuse et populaire, Marlène Schiappa. C'est vrai qu'elle est un peu gouailleuse, mais populaire, par contre. Ses yeux pétillent quand elle parle d'Emmanuel Macron. Son sourire est narquois quand elle parle de ses adversaires. En 2017, tous les articles disaient « Cette fille ne tiendra pas plus de 3 semaines au gouvernement. 3 ans plus tard, nous nous retrouvons place Beauvau. Je n'ai pas un corps d'origine de l'ENA que je peux rejoindre quand c'est fini pour moi. J'ai pas de réseau, pas de patrimoine, pas de diplôme, j'ai rien du tout. Ma seule force, c'est ma capacité de travail. » Et sa loyauté, du coup, à Emmanuel Macron. En fait, elle lui doit tout. Elle était, dites-vous, adjointe à la mairie de Nantes. Et l'autre en a fait une ministre. Donc oui, elle doit sa place d'aujourd'hui à sa fidélité. Pourquoi tu lui fais une voix de morue? Mais non, j'essaie de prendre certaines intonations pour qu'on la reconnaisse. Alors elle a pris l'habitude, avant même le remaniement, de rédiger des tas de notes sur des thèmes hors de son champ ministériel. Rédiger ou faire rédiger? Par exemple, j'ai rédigé une note « Culture du confinement » que j'ai remise à l'Élysée, mais ce n'est pas du tout un acte de candidature. Culture et confinement, pardon. Culture et confinement. Au cas où il y ait besoin, remaniement, elle se serait bien vue au ministère de la Culture. Très bien. Même si elle concède quelques instants plus tard que ça m'aurait intéressé d'être ministre de la Culture. Depuis 3 ans, elle envoie de longs messages télégrammes au président sur tout ce qui peut l'inspirer. Après les élections municipales, elle fait passer une note sur une évolution souhaitable du ministère de l'Intérieur. Mais je n'étais pas candidate. En politique, on s'adapte ou on meurt. Mon quotidien ici n'a rien à voir avec celui à l'égalité. Ici, on s'apprête à rentrer à la maison et on reçoit un texto « Un homme a été décapité ». On est confronté à des choses tragiques en permanence. Pardon de le dire comme ça, mais on est davantage dans la gravité, dans des choses graves. Ouais, c'est vrai que les féminicides, tu vois, par exemple, bon. Bref. La première fois que Corinne Desforges a vu Marlène Schiappa, celle-ci portait une robe rose pâle, très vaporeuse, comme à un mariage. Elle était en séance photo pour un journal. J'ai trouvé ça plutôt marrant, au moins ça change. Après cet entretien, Corinne Desforges, énarque, est devenue sa première directrice de cabinet au secrétariat d'État à l'égalité. Je suis une haute fonctionnaire plutôt classique. J'étais curieuse, contente de travailler avec elle, c'était un challenge. Elle était nouvelle en politique, je voulais l'aider à devenir ministre. Mais je n'ai jamais pu le faire. Je n'ai jamais eu de vraie réunion de travail avec elle. C'est un personnage très étonnant. Corinne Desforges a tenu 6 mois. Elle n'est pas la seule à nous avoir parlé de son exercice du pouvoir plutôt insolite, beaucoup dédié à la communication. Cédric Bruguière a tenu à préciser que Marlène maîtrise le time to market, le moment idéal pour sortir le produit. Waouh, il parle bien lui. Il arrive à la ministre de décommander un rendez-vous avec un préfet ou une association au dernier moment, mais elle peut prendre le temps d'écrire 5 bouquins depuis 2017. Elle peut recevoir jusqu'à 7 journalistes en une seule journée. Elle a aussi un TOC, Twitter. Le cabinet Schiappa doit s'astreindre à une veille incessante des réseaux sociaux. Il faut assurer une autopromotion effrénée, repérer les likes des opposants. Pourquoi pas créer des faux comptes pour soutenir la ministre, comme Avec Marlène, épinglé en 2018 par Libération. Vous vous souvenez de ça? Attendez, je vais vous retrouver la vidéo. Je vais vous retrouver la vidéo tout de suite. C'était Julien Pain, Marlène Schiappa. C'est Julien Pain, il s'appelle le mec, non? Le mec de France Info. La haine des journalistes n'est pas fondée. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. Mais oui, c'est Julien Pain. Où il avait fait un entretien avec elle. Putain, je vais pas la retrouver comme d'hab. Je cherche. J'aurais dû préparer. Quand je prépare pas, après c'est la cata. On retrouve plus rien. Mais il est où Julien Pain? Julian Payne. Bon alors il a peut-être... Ah oui, Instant Détox, ça s'appelait je crois. L'Instant Détox. Ou Défox ou Détox. Ah voilà, voilà, ça dure 3 minutes, mais moi comme ça je peux me reposer un petit peu. Merci à Colofan. Voilà. Je vous laisse avec ça. Schiappa parce que j'ai rencontré Marlène Schiappa parce que j'avais une question assez précise à lui poser, mais je vais pas vous mentir, l'interview ne s'est pas très bien passée.
Je vous ai répondu clairement, je vais vous répondre une 38e fois, et puis après on va arrêter là si vous voulez bien. De quoi je voulais lui parler? Eh bien, de ce compte Twitter avec Marlène Schiappa. Mais alors, pourquoi ce compte m'intéresse? Eh bien parce qu'il est présenté comme un compte de soutien, c'est-à-dire qu'il serait tenu par des militants qui défendent son action. Et je rappelle que le vrai compte officiel, c'est celui-là, et il s'appelle tout simplement Marlène Schiappa. Sauf que nos collègues de Libération ont fait une petite enquête, et c'est vrai que lorsqu'on regarde d'un peu plus près ce compte, on a du mal à croire qu'il soit tenu par des bénévoles. Par exemple, vous avez ici 2 tweets, à gauche le compte de soutien qui publie une photo, et 1 heure plus tard, le compte officiel qui publie exactement la même photo. Et puis ce compte de soutien publie aussi des photos qui ressemblent à ça. Là, on voit clairement que la personne qui prend la photo est au premier rang. Et pour pouvoir s'approcher autant, ça veut dire que le militant est vraiment très proche de la secrétaire d'État. Étrange. Mais alors, qui prend ces photos? Eh bien, en réalité, ce sont tout simplement des membres de son cabinet. C'est ce qu'on voit par exemple sur cette photo. Ici, c'est Mathieu Pontécaille, un chargé de mission auprès de la secrétaire d'État, qu'on voit prendre une photo dans l'hémicycle. Bref, ce qu'on sait, c'est que ce compte est alimenté par des éléments de langage et des photos qui viennent directement du cabinet de Marlène Schiappa. Et puis on peut même se demander si finalement, avant que l'enquête de Libération ne soit publiée, ça n'était pas tout simplement un membre du cabinet qui publiait lui-même ces informations sur Twitter. Mais allez maintenant, revenons à l'interview que j'ai faite avec Marlène Schiappa. Il y a eu une enquête notamment qui a été faite par des journalistes de Libération qui est opérée. Une enquête, 4 clics. Une enquête. Alors quels sont les éléments de cette enquête? Les photos sont très souvent les mêmes entre le compte officiel et ce compte-là. Je suis un petit peu occupée, j'ai un peu autre chose à faire que savoir qui a exactement derrière chaque compte, qui poste quoi. Ça peut être un de vos proches qui administre directement ce compte. Bien sûr, mais alors il y a aussi des gens de mon cabinet, mais c'est illégal. Enfin, quel est le problème? Je suis très claire dans ma réponse. Vous voyez pas le problème avec utiliser un compte qui se présente comme un compte de soutien, alors qu'en fait c'est un compte qui est administré par des gens dans votre cabinet, mais donc un compte officiel. Je viens de vous dire qu'il n'est pas administré par les gens de mon cabinet. Donc ça, vous me l'affirmez. Vous me posez 37 fois la même question. Non, mais alors pourquoi il ne faut pas qu'il soit administré par les gens de son cabinet? Parce que les gens de son cabinet sont payés pour être à son cabinet. Donc, c'est-à-dire pour l'assister dans son travail. À l'époque, c'était de secrétaire d'État chargé de l'égalité femmes-hommes. Ils sont payés pour ça avec de l'argent public. Ils sont pas payés pour faire la com à Marlène Schiappa sur un compte avec Marlène. Tu vois, c'est ça le nœud du truc, en fait. Et là, vous répondez 37 fois la même chose. Vous me dites, si vous me dites, ce compte-là n'est pas administré par quelqu'un de mon cabinet, et je vous l'affirme, moi je vous entends, c'est ce que vous me dites. Alors, moi, ce que je vous dis, je vous ai répondu clairement. Je vais vous répondre une 38e fois, et puis après, on va arrêter là si vous voulez bien. Je sais qu'il y a des gens de mon cabinet qui sont en contact avec les gens qui animent ce compte, qui leur envoient des photos, qui leur adressent des éléments de langage. Ça s'appelle faire de la politique, ça s'appelle faire de la communication politique sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas envie de réponse claire, je suis désolé. Je vais vous répondre. Je ne sais pas précisément qui sont les noms des personnes qui sont derrière. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement des gens de mon cabinet qui peuvent adresser des photos, qui peuvent adresser des éléments de langage à ce compte de soutien. Que ce soit des soutiens qui utilisent des éléments de langage de quelqu'un d'un cabinet, ça me semble tout à fait normal. Par contre, il y a une forme de mensonge si on le fait soi-même. Mais vous me dites que c'est pas le cas. Un de mes conseillers qui était déjà engagé dans la campagne et déjà engagé avec moi avait créé ce compte avant d'en passer le relais à des militants. C'est normal de défendre son bilan, mais en tout cas... On avait dit un quart d'heure, ça fait 25 problème, minutes, fini. on a épuisé notre temps. C'est fini, il n'y a aucun problème, je vous remercie. Alors le journaliste s'appelle Julien Pain, il travaille pour France Info aujourd'hui, et voilà, il est spécialisé dans le... Donc c'est sûr, Marlène Schiappa n'est certainement pas la seule homme ou femme politique à utiliser ce genre de technique de communication. On peut quand même s'interroger sur le côté déontologie. À vous de voir. Ah oui, j'ai dit Nantes tout à l'heure. Je me suis planté. J'ai dit qu'elle était adjointe à la municipalité de Nantes. C'était Le Mans. Je me suis planté. Donc on revient à l'article en question. Maintenant que vous voyez le truc du... Ah bah merde, voilà. Voilà, donc avec le faux compte là, avec Marlène, épinglé en 2018 par Libération, c'était à la suite de l'enquête de Libération du coup que Julien Pain avait fait son petit sujet et sa petite interview, ou pour contrer les adversaires. Twitter, c'est important pour moi, confirme la ministre. La courbe du buzz est primordiale pour faire émerger les sujets, repérer des choses qui se passent. Passer du temps sur Twitter m'a aussi permis de supprimer des vidéos de viol collectif d'une jeune fille. Waouh, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Elle a l'âme d'une conquérante et son cabinet Rikiki tire la langue quand il s'agit de galoper après une sarabande d'effets d'annonce pas toujours simple à réaliser. En juillet 2019, on est au ministère avec plein d'associations pour parler du futur Grenelle des violences conjugales, raconte Anne-Cécile Maillefer, présidente, Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes.
Pour être rassuré sur son engagement, on veut des gages immédiats, libérer des places d'hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violences. Un conseiller de la ministre s'absente, revient 15 minutes plus tard et Marlène Schiappa annonce « J'ai une bonne nouvelle, on vient d'appeler le ministre du Logement qui nous libère 250 places d'hébergement pour l'été. » On est scotché. Elle rajoute « Je vous assure, pas d'esbrouf. » Mais en fait, il ne se passera rien avant septembre et le Grenelle des violences conjugales où elle annonce de nouveau les 250 places. Mais ils n'ont commencé à ouvrir les places qu'au courant 2020. Donc c'est la reine des annonces. Entre les annonces sans lendemain et les recyclages, on ne savait jamais vraiment où on en était. En avril 2020, elle lance une task force sur les violences faites aux femmes à la sortie du confinement. Emmanuelle Pied, présidente du collectif féministe contre le viol. Merci, Silouane Vin. Donc qu'est-ce qu'a dit Emmanuelle Pied ? Emmanuelle Pied a dit « affreux. Je ne sais pas comment les personnes ont été choisies. J'ai donné 3 idées et je ne suis pas revenu après la 2e visioconférence. C'était tellement désorganisé. À ma connaissance, aucune des propositions retenues n'a été mise en application. Le problème, c'est que l'efficacité supposée de la méthode Startup Nation n'est pas toujours compatible avec la marche ancien monde d'un ministère. Je vais droit au but. Je n'aime pas attendre. Si on a une bonne idée, faut la mettre en route tout de suite. Avertit Marlène Schiappa. Le concept de la BADI, donc la brigade la brigade anti-discrimination, lui est soufflé en 2019 par un téléspectateur sur le plateau de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. La ministre est enthousiaste. Quelle excellente idée, on va créer une brigade. 48 heures pour pondre une note et bricoler une page Facebook. Sauf que le défenseur des droits est déjà chargé de la question et qu'une page Facebook est inopérante, car hors des clous légaux. La ministre insiste. La BADI est inaugurée le 15 avril 2019. La page Facebook végète toujours. Il y a eu assez peu de saisies, reconnaît Schiappa, mais je pense que ça a quand même eu le mérite d'exister. Voilà, donc ça a servi à rien, mais ça a eu le mérite d'exister. Sa saturation de l'espace médiatique a une vertu essentielle, l'égalité entre les femmes entre les hommes et les femmes, la lutte contre les féminicides font les gros titres. La communication faisait partie de ma feuille de route, explique Marlène Schiappa. Mais on peut communiquer et travailler, ce n'est pas fromage ou dessert. Et de nous faire passer un volumineux rapport de 292 pages qui relate toute son action. On a doublé les moyens du numéro d'urgence 3919, dont le taux de notoriété, depuis 2019, a bondi de 9 à 64%. On a allongé les délais de prescription pour les violences sexuelles, on a créé la verbalisation du harcèlement de rue, on a créé une plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, le Grenelle des violences conjugales n'avait jamais été organisé avant. Qui a fait mieux ? Interroge la ministre. Oui, son bilan est bon, appuie Charles Hufnagel, ex-conseiller à Matignon. Elle a incarné son combat, elle a fait parler, elle a fait bouger les lignes. 2 sénateurs ont néanmoins estimé qu'elle avait fait plutôt moins que mieux. Arnaud Bazin, LR, et Éric Bocquet, PC, ont rendu le 8 juillet un rapport d'information sur le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes. La ministre n'a pas souhaité nous répondre, regrette Arnaud Bazin. On l'avait pourtant sollicité en janvier, en février, en mars. Ouais, donc le travail parlementaire, ça n'intéresse pas trop. Le rapport sur son action conclut à un bilan maigre et en trompe-l'œil. Officiellement, le gouvernement débloquait 1,1 milliard pour la grande cause du quinquennat. On a regardé et c'était pas ça du tout. La com est sans rapport avec la réalité des chiffres. C'est même un peu gros. De plus, le gouvernement a souvent eu la tentation de s'approprier des mesures déjà existantes. On peut pas dire que rien n'a été fait, mais il y a des amalgames et des ambiguïtés savamment entretenues. Merci Jacques Dion, 94. Salut camarades. Gare aux voix trop critiques, Marilyn Baldec dirige l'association contre les violences faites aux femmes au travail. On a eu l'impression qu'elle nous avait identifiés comme un danger potentiel alors qu'on n'appartenait pas à son réseau privilégié. Dès le début du quinquennat, on est en conflit pour avoir dénoncé une amputation de 25% de son budget ministériel. Elle nous accuse de propager des fake news alors que c'était avéré. Plus tard, on a le sentiment qu'elle nous aurait préféré plus silencieuses et qu'elle attendait de nous qu'on tempère une liberté d'expression qui nous est chère. Avec les associations, c'est soit tu es fan de moi, soit je te blacklist. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a des assos qui ont applaudi quand elle est partie, c'est ceux qui étaient invités, quoi. Il y avait des assos avec qui elle était en lien avant qu'elle n'arrive au ministère, d'autres qui lui plaisaient pas, confirme Corinne Desforges, son ancienne directrice de cabinet. Quand je disais quelque chose qu'elle appréciait pas, ses conseillers pouvaient m'appeler à 23h30, raconte Anne-Cécile Maillefer de la Fondation des femmes. C'était pas pour discuter lutte contre les violences, mais pour essayer de me réprimander et de me faire taire. Marlène Schiappa et son conseiller spécial répliquent. On n'était pas le ministère des associations. Le but, c'était pas qu'elle soit contente. C'est que le quotidien des femmes soit amélioré. Oui, ça ne s'est pas bien passé avec toutes les associations qui soutiennent François Hollande ou qui sont anti-Emmanuel Macron. Vous voulez faire de la politique ? Eh ben, je vais en faire aussi. Les amis. Et je vais en faire aussi, les amis. Mais même à ces associations, on n'a retiré aucune subvention.
Appelez Ernestine Renet qui vous dira que je ne fais pas que de la com. Madame Renet, une figure du féminisme français, n'a pas souhaité nous répondre. Marlène Schiappa naît à la politique en 2013. Personne n'y croit, pas même elle. Sauf le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, socialiste puis macroniste, sous le charme de cette blogueuse féministe, ex-journaliste, ex-conseillère en communication. À peine repérée, Boulard la bombarde adjointe à l'égalité homme-femme, femme-homme. Un coupe-fil mal accueilli, un coupe-fil dans le sens où tu sais, il y a la queue et hop, elle passe devant, un coupe-fil mal accueilli par les caciques du PS local. Les élus, surtout, étaient horribles avec elle. Les élus ES, les meufs. Les élus étaient horribles avec elle. C'est qui cette nana en noir dans le bureau du maire ? Se souvient Patricia Di Martino, la directrice du cabinet de l'ancien maire. J'ai pas raté un sub, là j'ai l'impression que j'ai raté un truc. Non, j'ai rien raté, c'est moi qui suis. J'avais ça dans la barre des tâches, je sais pas quoi. Mais elle ne s'en laisse pas compter. Elle bougeait le microcosme, raconte Isabelle Sévère, première adjointe à l'époque. Elle avait des interventions pertinentes et percutantes. Elle devient la coqueluche de la presse locale. Puis Marlène Schiappa écrit un bouquin de politique fiction sur son expérience à la mairie. Marianne est déchaînée, sorti aux éditions Stock en 2016, qui défrise le Landerneau. Un truc de dingue, poursuivit Sévère. Elle me fait passer pour une folle furieuse, elle est pas respectueuse des autres collègues, elle se met en scène pour écrire à quel point elle était formidable et à quel point elle a changé les choses. Pendant la campagne de 2017, elle est référente sartoise d'En Marche. Elle est dans l'ultra-contrôle, voire le régime autoritaire. Elle disait « On n'est pas une amicale de boulistes », raconte Lionel Bormans, ancien adjoint à la mairie du Mans. Fille d'un trotskiste, elle a moins retenu l'idéologie qu'une méthode de prise de pouvoir. Marlène Schiappa aime faire les choses à sa façon. Elle peut interdire à des membres de son cabinet d'échanger avec les conseillers techniques de Matignon ou de l'Élysée. Marlène est ambitieuse et n'a peur de personne. Intervient Charles Hufnagel. Selon d'anciens collaborateurs, elle ne supportait pas Édouard Philippe, trop bourgeois, et trouvait Nicole Belloubet, ex-ministre de la Justice, mollasse. Avec Muriel Pénicaud, c'était même très compliqué. Le cabinet de l'ancienne ministre du Travail accuse Schiappa de lui griller la politesse médiatique tout en ne travaillant pas suffisamment ses dossiers. Elle est recadrée à maintes reprises par Matignon, mais elle s'en fiche. Matignon constate une rotation de ses conseillers trop importante. Des conseillers qui, dans leur grande majorité, ne sont pourtant pas novices. Rien que pour les directeurs de cabinet, 4 se succèdent entre 2017 et 2019, dont l'ancienne chef de cabinet d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Fin 2018, après un énième départ houleux, Matignon émet un rappel à l'ordre. Marlène Schiappa, goguenarde, se tourne vers son conseiller. « Toi, Mathieu, qui est là depuis la première heure, t'as trouvé qu'il y avait une ambiance très dure ? Tu es secoué ? Tu es perturbé ? Tu veux qu'on appelle la médecine du travail ?» Mathieu Pontécaille répond « C'est une ambiance qui est exigeante, sous tension permanente, mais on ne travaille pas dans une ONG. Il y a une ministre qui veut aller vite et avoir des résultats. » J'adore sa réponse, ça défonce quoi. « Et alors toi, je te maltraite ? Tu vas dire à la télé que je te maltraite ? C'est ça ? Tu t'as des petits soucis ? Tu veux qu'on appelle la médecine du travail ?» Ah là là. Ah là là. On travaille pas dans une ONG, surtout que t'as des cas de burn-out et de suicide aussi dans des ONG, mais enfin bref. Nous avons interrogé plusieurs de ces ex-conseillers dont certains font état d'un traumatisme persistant. Ils évoquent une ambiance délétère au sein de son ancien cabinet, constitué de 5 postes, auxquels se sont succédés 13 personnes, dont 10 femmes entre mai 2017 et avril 2019. Ils nous ont fait part d'insultes, de vexations, de moqueries, de remarques sur le physique ou sur la tenue vestimentaire. Ils évoquent des comportements managériaux très rudes, décrivent un cabinet fracturé à dessein, avec un rôle privilégié réservé à 2 hommes, son directeur de cabinet adjoint et son conseiller presse, à qui il faut obéir sans réserve, au détriment des conseillères, assignées à un travail de soutier qui deviennent bouc émissaire quand l'empressement de la ministre n'est pas satisfait. Des conseillers ont bien été virés, mais pour des raisons légitimes, réagit Mathieu Pontécaille, celui qui n'est pas allé du coup à la médecine du travail. Que la ministre n'ait pas un caractère coulant, qu'elle soit sanguine, ce qui est un trait de caractère corse, soit, mais il y a eu des aigreurs injustifiées qui se sont répandues auprès de Matignon pour venir régler des comptes. Il y a eu un sentiment de trahison. De son côté, Marlène Schiappa ne veut pas dénigrer des gens avec qui elle a travaillé. C'est vrai qu'il y a eu des moments chauds, des gens qui ne s'entendaient pas. Place Beauvau, sur ce front, c'est pour l'instant plus calme. Oups. Ah oui, d'accord, petite mise à jour de la page. Place Beauvau, sur ce front, c'est pour l'instant plus calme. On a trouvé des gens qui savent bosser et qui sont bons, c'est tout. Stop-tel. C'est-à-dire que les autres, ils savaient pas bosser, quoi. Ah oui, non, pas d'insultes, hein. Ici, on fait pas dans les insultes. Hein.
Volte-face sur la laïcité. En tout cas, elle a besoin d'une équipe acquise à sa cause, car son actualité ne devrait pas s'essouffler. Elle ne s'en plaint pas. On a en effet senti poindre comme une légère frustration depuis son arrivée à l'intérieur, celle de vivre dans l'ombre de Gérald Darmanin. Un périmètre d'exercice un peu flou, la lutte contre le cyberislamisme, l'intégration des étrangers, la lutte contre les sectes, beaucoup de déplacements institutionnels et donc moins d'occasions de susciter l'intérêt du grand public. Mais ce 9 décembre, c'est de nouveau son moment. Elle présente en Conseil des ministres le projet de loi confortant la laïcité et les principes républicains, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le projet contre le séparatisme, c'est le même truc. Ce qui n'est pas sans risque pour elle. Parce que sur la laïcité, la cohérence politique de Marlène Schiappa, si chère à son mari, semble en réalité assez mouvante. Laïcité ouverte, laïcité fermée, elle semble hésiter au gré de ses pérégrinations. Au Mans, on se souvient qu'elle se cherchait encore. 3 mois avant l'élection, elle avait dit que si Macron ne passait pas, elle voterait Mélenchon sans problème, rappelle Lionel Bormans. Hélène de Bost, élue verte du Mans, en 2014, elle hésitait à s'inscrire à Europe Écologie Les Verts. Quand elle est arrivée, elle n'avait qu'une copine, c'était moi. Quand je vois où elle en est... En fait, ça la dépasse. Prenez ses positions sur la laïcité aujourd'hui, c'est l'exact inverse de ce qu'elle disait. Elle était pro-voile à l'époque. Au cabinet de Laurence Rossignol, ministre des Droits des Femmes de François Hollande, où elle a passé quelques semaines avant de se faire remercier, on se souvient que si Marlène Schiappa n'avait pas beaucoup de convictions politiques, elle était en revanche une fervente partisane d'une laïcité très ouverte, partagée par exemple avec le Bondi Blog, pour lequel elle travaillait. Ah ouais. Or, c'était pas la ligne de Laurence Rossignol, ça, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a pas fait. Depuis que je suis au gouvernement, je n'ai pas changé d'un iota sur la laïcité, rétorque la ministre déléguée. En janvier 2018, Marianne fait sa une. Schiappa lance un appel pour une laïcité de combat. J'ai toujours défendu la laïcité, donc là elle fait style qu'en fait c'est la même chose, quoi. Laïcité de combat, je vous rappelle que c'était les termes du printemps républicain et du manifeste du printemps républicain. Merci Vieux Cafard pour ton prime. Donc Schiappa lance un appel pour la laïcité de combat. J'ai toujours défendu la laïcité et rien d'autre, comme dans le livre que j'ai écrit avec Jérémy Pelletier, Laïcité, point d'exclamation, aux éditions de l'Aube en 2018. Jérémy Pelletier est directeur des études de la Fondation Jean Jaurès et proche du printemps républicain en campagne contre les islamo-gauchistes. Son changement de portefeuille récompense un discours sur une laïcité exigeante pour laquelle elle a pris des coups, elle a tenu bon, elle a même eu de l'influence sur la ligne de la laïcité défendue par le gouvernement. Elle colle sans barguigner au virage droitier du gouvernement, elle pousse le zèle jusqu'à reprendre sans rougir le terme d'ensauvagement employé par Darmanin et de donner une interview à Valeurs Actuelles, hebdomadaire d'extrême droite, condamné pour provocation à la haine. Donc ça, c'était quand ? J'accepte. Marlène Schiappa, plus personne ne supporte ce qui nous arrive. Ah oui, donc ça c'est le... Bah voilà, moi c'est ça que j'avais trouvé, je trouvais que ça avait pas été noté, parce qu'en fait c'est il y a moins d'un mois. Ouais, il y a un mois, c'était il y a pile un mois, et du coup j'ai regardé la vidéo. Il y a une interview vidéo, je pensais que j'étais le seul à l'avoir vue. Bah alors, ça c'est l'interview papier, mais il y a une longue interview vidéo du coup, enfin c'est la même, mais elle a fait 24 000 vues, donc je m'étais dit que c'était peut-être passé inaperçu, et je voulais rappeler ça. L'interview dure 45 minutes, il parle concrètement que des Arabes. On est vraiment là-dedans. Elle en a fait 2, ouais, c'est sa deuxième, ouais. Et elle l'a fait après qu'on lui ait reproché d'ailleurs. Elle en a refait une après qu'on lui ait reproché. Et alors, elle va vraiment vraiment, elle est super contente, quoi. Tu as l'impression que voilà, ça parle que de la laïcité, les musulmans, l'islam, les musulmans. Et elle remet 10 balles dans la machine en disant qu'ils ont complètement raison, les mecs qui lui posent la question, donc les journalistes de Valeurs Actuelles, et qu'elle est elle va même jusqu'à dire je suis sur la même ligne que vous, machin, quoi. Oui, c'était ça mon info nulle. C'est que je trouvais que ça n'avait pas été souligné. Hebdomadaire d'extrême droite condamné pour provocation à la haine, où elle dit « Notre principe, c'est d'accueillir le voisin lorsque sa maison s'effondre, pas d'accepter qu'il tabasse notre sœur pendant qu'on prépare le dîner. » What ? Ok. On peine à penser... Ah bah c'est bientôt fini. On peine à penser qu'elle soit un jour fatiguée de tous ces détours. Pourtant, lors du premier remaniement, elle a failli partir à l'ONU, nous assure son mari. Ça l'aurait stimulé d'intervenir sur les droits des femmes à l'échelle mondiale. L'Élysée l'a convaincue de rester. Lors des dernières municipales, elle était candidate dans le 14e arrondissement parisien. Elle a récolté 16% des suffrages au premier tour. Je ne pense pas faire de la politique très longtemps. J'étais pas construite pour être là. Et pour faire quoi alors ? Écrire des livres à temps plein, l'autre rive de sa vie, et pourquoi pas rédiger des portraits pour Aime le Monde ? Bah c'est pas mal ça. C'est qui son mari ? C'est un DRH.
J'en ai marre de son prénom, Cédric Bruguière, voilà, Cédric Bruguière. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, il est 13h, moi il faut que je bouffe, parce qu'on va commencer à bosser à 14h. Et il y a un article de Libé qui a creusé, il est dans le chat, il y a un article de Libé qui a creusé un petit peu les rapports de Schiappa avec ses collaborateurs. Merci Myrilion, merci Monsieur Franciscain Zouzoul pour ton travail. C'était quoi le scoop? Non mais il n'y avait pas de scoop. C'est que j'avais lu nulle part qu'elle avait donné une deuxième interview à Valeurs Actuelles, notamment en vidéo, et j'étais pas sûr que ça avait fait un papier, et voilà. Ça a rien d'étonnant, il y a des féministes à droite, oui, ça d'accord. Des dents qui rayent le parquet, une opportuniste qui bouffe à tous les râteliers, oui, mais enfin, oui. On va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça dans ce qu'on va produire. Julian Assange est en prison en Angleterre. Son procès va avoir lieu le 4 janvier. L'Angleterre sort de l'UE le 1 janvier. S'il est extradé aux USA, il risque perpète. Oui. Pour un média, on a jusqu'au 31 décembre pour lui offrir l'asile politique. Or, à mon avis, c'est dead. Hein. Salaud. Merci Canard Outo. Il y a même des femmes d'extrême droite qui se disent féministes. Oui, puis il y a un petit collectif féministe d'extrême droite aussi qui s'est monté, tu sais, Némésis, voilà, qui essaie de s'introduire dans les manifs féministes avec des putains de slogans islamophobes et qui se font dégager par les gens de gauche, tout simplement parce qu'on sait qui c'est, ces gens-là. Schiappa, c'est Elisabeth Lévy sans l'alcool. Non, c'est pas pareil, Heureusement que Némésis se fait dégager. Bon, bah les enfants, on va s'arrêter là. Il est 13h09, c'est pas mal. Alors, chez qui je vous envoie, moi? Trinity, Dame, Ah, bah tiens, il y a chez Osmosis, ça joue à Yakuza Like Dragon. Voilà, vous allez regarder Yakuza, c'est très bien. Meilleur jeu de gauche. Jouer à Yakuza Like Dragon, c'est vachement bien. Je vous envoie chez Osmosis, du coup. Camarades, solidarité lyonnaise, toujours, il y a une priorité aux Lyonnais et aux Lyonnaises ici. Lancer un raid. Osmosis, je sais pas qui... Ah, c'est Marwan qui joue. Très bien. Les Yakuza, c'est de gauche. Bah, le jeu Yakuza Like a Dragon, moi je trouve qu'il y a plein de trucs de gauche dedans. Hein, j'arrive à la fin. Les VOD seront dispo? Bah, je pense, oui, sur YouTube, mais avec du décalage, quoi. On te revoit quand? Je pense que là, c'est bon, on me revoit lundi. Voilà. On est quoi? On est vendredi, là? Oui, c'est ça. Donc, bon, en général, je stream pas le week-end. Le week-end, c'est le week-end. Et puis, le dimanche, c'est OLG. Donc, mon week-end, c'est juste samedi. Voilà. C'est ma préférence lyonnaise, exactement. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite sélection d'articles. Je vous souhaite une excellente après-midi. Bon courage à ceux qui bossent. Bon repos à ceux qui bossent pas. Amusez-vous bien. Et voilà. Allez, zou, ça dégage. Bisous. Et je coupe le stream.